Et donc, ils ont escaladé le collège et ils sont allés faire la peau du professeur d'EPS. La hiérarchie, bien entendu, silence absolu. Bonjour tout le monde, nouvelle interview aujourd'hui sur Légende. On reçoit Patrice Romain qui a travaillé pendant 43 ans à l'Éducation nationale. Il a été d'abord instituteur, puis directeur d'école, principal adjoint au collège et principal. Il a plein de choses à nous raconter, comment il gérait les relations avec les élèves mais aussi avec les professeurs, comment il pouvait s'intégrer dans la salle des profs et gérer les conflits parfois qu'il pouvait y trouver. Mais au-delà des anecdotes, Patrice est aussi venu nous raconter ce qu'il considère comme des problèmes dans l'Éducation nationale. Il y a plein de choses aujourd'hui qui ne vont pas selon lui, on va en parler dans l'émission, il a sorti des livres sur le sujet. On sort 3 émissions chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Si vous voulez nous suivre, on est disponible sur tous les réseaux sociaux. On est sur Instagram, TikTok, Facebook, mais aussi en podcast. Si vous préférez l'audio, on est disponible sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux sur Légende. On commence maintenant l'interview avec Patrice Romain, ancien directeur d'école et principal de collège. Patrice Romain, instituteur, directeur d'école, principal de collège. J'ai survécu à 43 ans dans l'Éducation nationale et je suis dans Légende. Merci beaucoup Patrice. Je te récupère le clap. Alors Patrice, je suis très content de te recevoir parce qu'il y a plein de sujets qu'on va aborder. Tu as été, comme tu l'as dit, instituteur, puis directeur d'école, puis principal. Je sais que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le directeur. On a tous le souvenir peut-être d'un directeur d'école. Moi je me rappelle des noms de mes directeurs. Je ne sais pas si ça, pour toi c'était le cas aussi ou des élèves que tu recroises aujourd'hui. J'espère, je pense. Ouais. Tu penses ? Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu comment toi tu as mis un pied dans l'Éducation nationale? Est-ce que tu avais de la famille qui était déjà prof? Est-ce que au contraire c'était une sorte de vocation que tu as eue? Comment ça s'est déroulé toi? Alors moi j'ai eu un maître d'école extraordinaire au CM2 qui m'a donné la vocation. Et quand je suis entré au collège, sur les petites fiches de rentrée que les professeurs nous demandaient, j'avais dit que je voulais être instituteur fermier. Donc c'était vraiment une vocation. Et donc j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale en fin de 3e. À l'époque, c'était là. Donc le lycée. Et après le lycée, je suis entré à l'école normale. Donc instituteur quelques années. Puis je suis assez vite devenu directeur d'école. Et puis ensuite, je suis passé dans le secondaire. Où là, les années passant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses un petit peu bizarres qui se passaient dans les coulisses. Et donc toutes ces années m'ont inspiré pour écrire des livres et pour dénoncer un petit peu tous les dysfonctionnements, parce que j'ai un très profond respect pour tous les enseignants, pour mes enseignants de l'école laïque, publique et obligatoire, l'école de Jules Ferry en fin de compte. Et aujourd'hui, moi j'ai mon cœur qui saigne quand je vois l'état de l'Éducation nationale. Tu as fait un livre très récemment, en 2023, qui s'appelle Omerta dans l'Éducation nationale. En fait, tu as interrogé différents profs, interviewés, même des directeurs, j'imagine aussi, peut-être. Alors, en fin de compte, c'est spécifique chef d'établissement. C'est pas à destination des chefs d'établissement, mais lorsque je suis parti à la retraite, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tout au long de ma carrière de chef d'établissement, j'avais rencontré un tas de collègues qui tombaient en dépression, qui étaient en burn-out, parce que c'est terrible ce que l'on subit. Et donc, j'ai envoyé un mot à tous mes collègues de France pour leur dire, si vous avez été victime, entre guillemets, d'agissements plus que limite de la part de la hiérarchie, faites-moi un retour, anonyme bien sûr. Et j'ai été époustouflé de voir à quel point le problème était grave. Et donc, j'ai rassemblé tous ces témoignages dans ce livre. On va parler de tout ce que tu as pu vivre, parce qu'il y a eu du positif, il y a eu du plus négatif aussi. C'est important de le souligner. Être prof aujourd'hui, en 2024, ou même par le passé, c'était peut-être un peu plus simple. Tu me diras si c'était plus simple avant. Est-ce que les relations avec les parents sont plus compliquées aujourd'hui qu'à l'époque? Est-ce que les élèves, comme certains peuvent le dire, sont un peu plus rois qu'ils ne l'étaient? Ça, on va l'aborder durant toute l'émission. Juste pour revenir un peu sur tes débuts, tu deviens instituteur à 17 ans. Comment on devient si jeune un instituteur? Est-ce que c'est parce que t'es mineur encore? Exactement. Comment les parents voient cette relation d'un prof qui n'est pas beaucoup plus vieux finalement que leurs enfants? Alors, il se trouve que j'avais 1 an d'avance. Et comme donc j'ai mon bac 16 ans et demi, effectivement la première fois que je me suis retrouvé face à des élèves, j'avais 17 ans, et la première fois que j'ai eu une classe en responsabilité, à l'époque donc il y avait l'école normale, les études duraient 2 ans, donc la première année on faisait des stages, et la deuxième année on était 3 mois seuls face à une classe, et pendant ce temps-là l'enseignant titulaire allait se former.
Et donc, je n'avais pas encore 18 ans, que j'étais face à des élèves. Je me rappelle très bien. Donc, évidemment, pas 18 ans, donc pas de permis de conduire. Et j'arrivais à l'école à Solex, et je mettais des sacs poubelles sur mes jambes, parce que quand il pleuvait, c'était tout bleu, donc pour être un petit peu présentable. Je me demandais si c'était tes parents qui te déposaient à l'école quand tu commençais en tant qu'institut. Non, tu avais un moyen de locomotion. J'étais autonome, mais c'est vrai que, évidemment, maintenant, ce n'est plus possible. Est-ce que... Enfin, tu démarres, c'est en 77. Ouais. C'est notre époque, c'est notre temps maintenant. Exactement. Ouais. Comment étaient les élèves? Est-ce que tu avais globalement que des bons souvenirs avec eux? Est-ce qu'il y avait des élèves compliqués? Ça ressemblait à quoi un élève compliqué dans les 70-80? Alors déjà, je garde des bons souvenirs de toute ma carrière. Si c'est à refaire, je le refais. Ouais. Maintenant, alors évidemment, avec le recul, je ne garde que des bons souvenirs. Heureusement, la vie fait que les instants difficiles, on les oublie. Mais la grande évolution, en fin de compte, c'est l'attitude globale. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsque j'ai débuté, l'enseignant était respecté. Si l'élève était puni par l'enseignant, non seulement les parents ne disaient rien, mais ils donnaient une deuxième punition à la maison à l'élève. Donc il y avait globalement un respect beaucoup plus important. Tu sens que ce respect s'est un petit peu dégradé. Bon, par la suite, tu es devenu directeur, mais est-ce que quelle est selon toi la raison de ce respect qui s'est effondré un peu avec le temps? Je crois que c'est tout simplement une évolution sociétale. Alors ensuite, on peut le regretter évidemment, mais ce qui est amusant, c'est que en 2024, les jeunes parlent tous de respect. Ouais, respect, faut respecter. Mais il existe de moins en moins ce respect, en fin de compte. Et ça, c'est pas spécifique à l'éducation nationale. Moi, lorsque j'étais ado, j'étais pas un saint. Hein. J'avais un deux roues, je faisais le clown aussi. Moi, si la police m'arrêtait, j'obtempérais. Hein. Parce qu'il y avait justement le respect de l'uniforme, le respect de tout cela. De l'institution, en fait, finalement. De l'institution, voilà, oui. Moi, parallèlement à ma carrière dans l'éducation nationale, j'ai été 22 ans sapeur-pompier volontaire. Et là aussi, j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, les sapeurs-pompiers étaient extrêmement respectés. Et à la fin, on nous demandait d'arriver sur intervention véhicule dos au bâtiment pour pouvoir s'enfuir plus vite en cas d'agression. Donc c'est l'évolution de la société. Mais donc là, je parle comme un vieux schnock, enfin. Non, il n'y a pas de vieux schnock. C'est générationnel. C'est intéressant d'avoir le recul justement sur les différentes époques. Moi, je suis né en 92, ce qui fait que j'ai eu 10 ans au début des années 2000. Donc mes instits, c'était déjà... Toi, tu avais déjà 20 ans de carrière. Donc, tu vois, c'est terrible. C'était un peu un décalage. Donc forcément, ça m'intéresse aussi de savoir un peu comment c'était dans le passé. Est-ce que tu étais un prof plutôt classique, ou est-ce que tu essayais d'avoir de l'originalité pour que les élèves soient un peu fédérés? Chaque fois, je pense au maître d'école avec Coluche, ou je pense au Soudoué. Je me dis, est-ce que toi, tu avais ce côté-là un petit peu, essayer de sortir des cases, ou au contraire, ton travail, c'était de te lever le matin, préparer tes cours et arriver à faire un cours assez classique? Non, je crois que j'étais... j'ai la prétention d'avoir été quelqu'un qui avait de bonnes relations avec ses élèves, mais j'ai toujours gardé une certaine forme de classicisme au niveau de mon enseignement. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai commencé à enseigner, c'était l'éveil. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'histoire-géographie, c'était l'éveil. C'est-à-dire au lieu d'apprendre l'histoire de manière chronologique, il fallait apprendre le vêtement à travers les âges. Enfin, c'était du n'importe quoi. Donc, à mon sens. Et j'ai toujours été un peu à l'encontre de toutes ces pédagogies qui sont à la mode, qui permettent à des pédagogistes de se mettre en avant, et puis on abandonne la méthode deux ans plus tard. Enfin, et en fin de compte, plusieurs décennies plus tard, on se rend compte effectivement des dégâts que tout cet enseignement a provoqué chez... Tu regrettes parfois certains moments, on va dire certaines choses que tu as pu connaître en tant que prof à tes débuts ou même en tant qu'élève qui sont un peu... Non, ce que je regrette, ce sont les directives aberrantes, les méthodes de lecture, l'abandon de l'orthographe. On en parlait de ça. Tout ça, ouais. J'ai prévu pour l'émission un petit moment, ce qu'on appelle nous des happenings, des petits moments d'aération dans l'émission, où je vais te proposer 10 sujets qui font un peu les discussions du moment, tu vois, autour de l'écriture inclusive, autour de plein de choses. Tu me donneras ton avis de manière assez concise. Comme ça me permettra de voir un petit peu, toi, avec ton expérience, ce que tu en penses. Tu as travaillé assez tôt en région parisienne, Champs-sur-Marne, Chelles, entre autres. Tu te retrouves même dans des coins plus cités, REP, zone d'éducation prioritaire aussi. Qu'est-ce que tu as pu vivre là-bas? Comment c'était? Est-ce que ça a été un changement pour toi? Est-ce que tu découvres une autre manière de vivre, un autre fonctionnement?
Non, je m'y fais. Hein. Je suis un instituteur dans ma classe, je fais cours. L'école est au milieu d'une cité, puis tout d'un coup, j'entends paf, paf. Je me retourne, je vois que la grande baie vitrée sur la gauche de la classe, il y a 2 impacts de balles. Et donc, les balles sont entre les deux vitrages du double vitrage. Bon, ben, comme il y avait des rideaux occultants, ben, j'ai tiré les rideaux. Puis on a continué à faire cours comme ça, dans le noir. Voilà, on s'y fait. Quelques années plus tard, donc j'étais dans un lycée un peu chaud. Un lundi matin, il y a un élève qui arrive. Bon, il avait juste passé le week-end au commissariat parce qu'il avait juste poignardé quelqu'un. Il avait quand même atteint le poumon, hein, donc c'était un vrai coup de poignard. Donc, on était un peu sur nos gardes parce qu'on n'était pas très rassurés, mais on fait avec, voilà. Est-ce que tu imaginais ça possible en tant que jeune prof ou en tant que prof arrivant? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu t'attendais? Pas forcément, j'imagine. Non, je ne m'y attendais pas. Alors, le gros changement, ça a été le passage de l'école primaire au collège. Hein. Même encore maintenant, l'enseignant du primaire peut maîtriser parce qu'il est vraiment toute la journée avec ses élèves. Et pour peu qu'il soit un modèle positif, je crois vraiment que ça a une incidence sur les élèves. Arrivé au collège, les professeurs n'ont les élèves que quelques heures, puis il y a l'influence des copains, de la rue, tout ça, et ça devient plus compliqué. Les profs autour de toi étaient des jeunes profs aussi? Est-ce qu'ils étaient un peu plus en crainte parfois? Est-ce qu'il y avait certains qui étaient un peu stressés de venir travailler dans cette ambiance-là, avec des risques? Alors, toutes mes années de primaire, en fin de compte, j'ai eu la chance, j'étais à Marne-la-Vallée, donc c'était une ville qui s'est développée de manière exponentielle. Avec Disney, oui, dans les années 90. Sur les meilleures terres arables d'Europe, mais bon, c'est un autre débat. Donc j'ai toujours eu la chance d'être avec des enseignants qui avaient presque mon âge, et donc j'ai jamais eu de problème, mais ça s'est toujours fait naturellement. Par contre, ensuite, lorsque je suis passé en collège, moi j'avais une professeure, je me rappelle très bien, c'était une jeune professeure, et ce sont ses parents qui l'amenaient au collège, parce qu'elle avait peur de se faire violer dans la rue. Oui, c'est enseignant, c'est pas forcément un long fleuve tranquille aussi. Non, je comprends. Avant d'arriver sur la partie principale, on y est bientôt, mais tu passes au bout de 5 ans en tant qu'instituteur, tu deviens directeur d'école. Mais si tu commences à 17 ans, ça veut dire que tu deviens directeur à 22? Voilà. Alors, donc il faut savoir que dans l'éducation nationale, je parle au niveau des enseignants, ce sont c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est mauvais, vieux, qu'on est bon, et vice versa. La progression de carrière se fait avec des points, avec l'ancienneté, etc. Donc, il se trouve que par hasard, le poste de directeur de l'école où j'étais s'est libéré. Donc moi, j'ai fait la demande, mais a priori, personne d'autre n'était au courant. Donc comme j'étais le seul à demander le poste, je l'ai brillamment obtenu. Voilà. Alors évidemment, que je sois compétent ou pas, l'administration s'en moque complètement. Mais il n'empêche que, bien des années plus tard, on m'a quand même fait passer un examen pour être apte à être directeur d'école, après avoir été directeur pendant 5 ans. Même pour aujourd'hui, pour être principal, je sais qu'il y a des diplômes, des certifications à passer, c'est vraiment des stages, c'est assez complexe. Ouais, on parlera après de ça. Ouais. En théorie, oui, bien sûr. Tu deviens principal adjoint d'un collège en 98. Après donc 15 ans en tant que directeur. Donc déjà, tu as pas mal fait, tu as pas mal bougé. Là, tu es à Chelles. Quel est le rôle d'un principal adjoint? Quelles sont tes missions au quotidien? Est-ce que c'est plutôt de l'aspect encadrement des professeurs, plus un regard sur les élèves un peu tu vois, un peu du dessus pour dire attends, ça se passe bien, pas bien, un peu omniscient? Ou est-ce qu'au contraire, ton travail, c'est un peu plus de l'aspect logistique, de l'aspect paperasse? Quelles sont tes missions? Alors, en collège, on travaille par binôme. C'est-à-dire il y a un principal et un principal adjoint qui forment l'équipe de direction. Et en fin de compte, il est responsable évidemment des élèves, s'occupe un peu de la discipline. Il est assistante sociale pour les professeurs. Donc il est commissaire de police pour retrouver celui qui a volé telle chose. Il est juge lorsqu'il y a 2 élèves qui se sont embrouillés. Puis il est parfois plombier lorsqu'il y a une fuite d'eau. T'es partout. C'est tout un ensemble de tâches. Mais le rôle du principal adjoint en début d'année, c'est surtout de confectionner les emplois du temps des professeurs. Et là, j'ai pas beaucoup dormi pendant. T'as connu cette transition finalement aussi du papier complet
avec du mot d'excuse. D'ailleurs, tu as fait un livre sur les mots d'excuse, on en parlera après, puisqu'on abordera aussi toutes les relations élève principal, professeur avec le principal, parce que tu as vécu un peu avec tout le monde finalement. Tu as été entre les deux, tu as entendu des choses, tu as été le témoin, tu as été le psy parfois même de certains profs, en quelque sorte. Ouais. On en parlera un peu plus tard. Tu découvres une autre ambiance en tant que principal un peu plus tard. Tu passes 5 ans en tant que principal adjoint, puis tu pars en Bretagne. Oui. Là, ça change complètement. Qu'est-ce qui change pour toi à ce moment-là, quand tu quittes la région parisienne pour aller t'installer en Bretagne en tant que principal? Alors là, je découvre réellement les coulisses de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en tant que principal adjoint, je suis un peu protégé par mon principal. C'est lui qui encaisse tous les coups. Mais là, je débarque et je rencontre mon directeur académique. Alors le directeur académique, c'est le responsable de l'éducation nationale au niveau du département. Donc c'est mon supérieur hiérarchique. Et il me dit, j'ai encore cette phrase dans la tête, donc 2 points ouvrés les guillemets, il me dit: Monsieur Romain, vous arrivez dans un collège en perdition, je compte sur vous pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Là, je suis boosté par texto, hein. Donc là, je suis boosté par les paroles de mon chef. Je dis, bon, je suis hyper motivé. Je dis, bon, le collège, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'était une équipe d'enseignants très vieillissante, avec des méthodes un petit peu archaïques. Parenthèse, j'étais là depuis 3 jours, il y a un professeur qui arrivait avec un élève et qui dit au CPE: ah, un tel, il a fait une bêtise, et le CPE arrive et paf, lui retourne une claque monumentale. Je dis: ah oui, d'accord, effectivement, il y a du travail. Et donc, bref, fort du soutien de mon chef, ton chef. Je suis dans ce collège et j'essaie de mettre en place les réformes, etc. Et alors là, extraordinaire, les professeurs protestent parce que je bouscule un peu leur quotidien. Donc, ils se plaignent auprès de mon chef. Et le chef, courageux mais pas téméraire, comme beaucoup de responsables de l'éducation nationale, me donne tort. C'est-à-dire, il donne raison à tous les professeurs. Et donc là, j'ai compris, j'ai dit: ah d'accord, donc c'est-à-dire soutien zéro. C'est la première fois que tu n'es pas soutenu, finalement. Exactement. Ah, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'avais un conflit. Oui, qu'avant, oui. Donc j'étais. Et donc, et alors, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce chef-là, lorsque je suis parti dans un autre établissement, il m'a donné les palmes académiques. Alors c'est une récompense. Oui, je vois très bien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le message subliminal, c'est: vous avez eu raison, je vous approuve et je vous récompense avec ces palmes académiques, mais devant les profs, je ne peux pas lutter, je suis seul, ils sont plus nombreux que moi. Si jamais ça prend trop d'importance et que ça fait des vagues, ma carrière va en pâtir, donc je vous laisse tomber. Et ça, c'est le mantra de l'éducation nationale. C'est un peu la tête, finalement, des profs, de cette entité qui était ton collège, mais finalement, tu étais un peu relégué au second rang par tes supérieurs, quoi. Ah, tu n'étais écouté par personne, finalement. Alors, dans l'éducation nationale, le soutien de la hiérarchie ne dépend pas des gens ou de la véracité des événements, mais la hiérarchie va toujours soutenir la solution qui va provoquer le moins de vagues. Donc, entre 15 professeurs qui râlent et un chef d'établissement, donc face à ces 15 professeurs, ça va être systématiquement... donc, la hiérarchie va prendre parti pour les professeurs. Lorsque vous avez 100 parents qui râlent contre 10 professeurs, la hiérarchie va prendre parti pour les 100 parents. C'est systématique, quels que soient les c'est souvent finalement le responsable qui se trouve un peu défendu, quoi. Le responsable du vacarme ou du problème qui se retrouve un peu soutenu et pas la personne qui... Voilà, c'est en fonction des remous que ça va provoquer. Ouais. L'essentiel, c'est... C'est pas de vague. Surtout pas de vague, surtout. Oui, c'est pas juste une chose qu'on peut dire sur l'éducation nationale. Souvent, c'est un peu les refrains qui reviennent, pas de vague, on fait semblant. Non, c'est la réalité. Et toujours. Alors là, l'individu Patrice Romain, on s'en moque. Il suffit d'avaler une couleuvre. Moi, j'ai une indigestion de couleuvre. J'ai pris un petit peu de lard avec toutes les couleuvres que j'ai avalées dans ma carrière. Mais Samuel Paty, c'est très clairement ça. Ouais. Samuel Paty a été assassiné. Il n'y a eu aucun soutien. C'est-à-dire que là, il y a eu un rapport des inspecteurs comme quoi l'administration avait tout fait comme il fallait. C'est complètement faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'on est toujours justement dans le pas de vague, on joue l'anguille, c'est toujours à moi de gagner, etc. C'est toujours comme ça. Vu que tu parles de Samuel Paty, je pense que je vais faire un petit rappel sur l'affaire.
Donc Samuel Paty était professeur d'histoire-géographie. En 2020, il a été assassiné brutalement, décapité par un proche d'une famille dont la gamine avait signalé qu'il avait voulu montrer les caricatures du prophète pendant un cours et qu'il avait demandé à ceux que ça pourrait choquer de sortir de la classe. Et c'était une vendetta contre lui. Et en l'espace de 10 jours, il est passé de homme menacé sur les réseaux, d'être complètement appuyé, à homme décapité sur un trottoir, et très peu soutenu. Et ça a été une partie récupérée, une partie dénoncée, une partie restée silencieuse. C'était un sacrifice d'un prof qui faisait son métier, en fait. Exactement. Ensuite, il y a eu Dominique Bernard, et puis il y en aura d'autres, hein, parce que de toute façon, encore une fois, moi qui suis resté donc, plus de 20 ans sapeur-pompier volontaire, je peux vous garantir qu'entre un chef chez les sapeurs-pompiers et un chef à l'éducation nationale, la différence est abyssale. Moi, chez les sapeurs-pompiers, mes chefs, je les suivais partout où ils me demandaient d'aller, j'y allais. J'avais une confiance énorme. À l'éducation nationale, c'est tout à fait le contraire. Moi, j'ai même le souvenir d'une directrice académique adjointe qui, en réunion de chefs d'établissement, avait donné des consignes aux principaux de collège. Et ensuite, on se regardait tous, on disait, mais elle est complètement hors sol. Si on avait appliqué ces consignes, on mettait le feu à tous nos établissements. Donc les consignes, les ordres, tout ça, c'est complètement hors sol. Comment il faut faire, du coup? Est-ce qu'il faut que chaque prof, chaque principal fasse de son côté, cache des choses à l'éducation nationale, ou est-ce que c'est compliqué? Parce que ça reste un tête d'établissement. Comment Oui, mais vous savez, il y a un tas de possibilités. Globalement, comment ça se passe? Vous avez un ordre qui vient d'en haut. Vous êtes chef d'établissement, vous savez très bien que de toute façon, c'est inapplicable. Et puis, vous sentez bien que les professeurs disent « Ah non, jamais on fera ça, c'est pas possible. » Donc, si vous imposez ça aux professeurs, il y a un énorme conflit dans votre établissement, et la hiérarchie vous juge en disant que vous êtes incapable de tenir un établissement. Si vous n'exécutez pas l'ordre, la hiérarchie vous dit « Mais vous êtes là pour, comme a dit un directeur académique, vous êtes fonctionnaire, vous êtes là pour fonctionner. Hein. » Donc, qu'est-ce que font un tas de chefs d'établissement? Ils font semblant d'appliquer la consigne. Ils disent à la hiérarchie « Oui, c'est bon, on fait tout comme vous avez dit, monsieur. » Donc, la hiérarchie est contente. Et puis, les profs continuent à faire leur petit travail avec conscience. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Tu disais tout à l'heure, juste pour revenir à ça, tu disais que tu arrives dans ce collège et que tu vois un gamin qui se fait gifler par le CPE. Est-ce que c'est des choses que tu as vues dans ta carrière? Est-ce que tu as par exemple déjà bousculé ou mis une gifle à un élève à une période de ta vie, que ce soit il y a longtemps, au début de ta carrière ou plus tard, par excès de nerfs, ou est-ce que tu as dû gérer des cas où c'est arrivé? Alors, gérer des cas où c'est arrivé, oui, assez souvent. À titre personnel, une fois, j'ai pris un élève que j'ai soulevé parce que c'était vraiment une petite frappe. Et il avait frappé une petite gamine de 6e adorable. Et là, je l'avais mis contre le mur et je lui ai dit « Alors, si tu veux qu'on s'explique, on va s'expliquer. » Mais bon, c'est pas à faire. Hein. Non. Mais ce n'est pas à faire. Mais le gamin s'est calmé. Mais ce n'est pas à faire. Ouais. En tant que principal, ce n'est pas à faire. En tant qu'humain qui devait régler une situation, c'est ce que tu as jugé bon de faire à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire, je ne me suis pas contrôlé. Ouais. Quand j'ai vu l'état de la pauvre petite, je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Je veux dire, on est constamment dans l'impermissivité. C'est bien beau de ne pas faire de vagues, mais à un moment donné, il y a des limites. Parce que bien souvent, aujourd'hui, le fait de ne jamais vouloir faire de vagues, finalement, favorise tous ceux qui embêtent les autres. Ouais. Parce que ceux qui sont harcelés, ils subissent, ils ne disent rien. Donc comme ils ne disent rien, c'est que tout va bien. Donc moi, ça, j'ai eu du mal à supporter. Puis autrement, oui, j'ai eu des professeurs qui ont frappé, qui ont donné une claque à des élèves. Bon, là, il faut... Alors, c'est le rôle aussi du personnel de direction, donc de dire au professeur non, il ne faut pas le faire, mais il faut aussi comprendre le professeur qui parfois est à bout de nerfs, il n'en peut plus. Vous savez, c'est compliqué d'être professeur. Hein. Les parents connaissent des enfants, les professeurs, eux, sont face à des élèves. Et un enfant, c'est pas un élève. Un enfant calme peut se transformer en élève vraiment horripilant.
Donc voilà, on essaie de... Ça s'est toujours limité à une claque? T'as pas eu à gérer plus? T'as pas Non, eu, non. Pas eu de coup de poing, il n'y a pas eu de Non, violence outre que celle-là, quoi. Non. C'est vraiment le côté nerf qui dépasse, Oui, qui voilà. sort un peu de... Ouais. Je comprends. Quand tu es principal, tu dois gérer donc avec les élèves, on en parlera plus tard, mais tu gères avec les profs principalement. Tu es un peu leur référent finalement sur beaucoup de choses, sur l'organisation. Je suis le référent, le papa, le grand-père parfois même. Tu nous as dit les profs sont des enfants. Ouais. Dans quel sens tu disais ça? Mais en fin de compte, moi j'ai beaucoup de tendresse pour les professeurs parce qu'un professeur, il n'a jamais quitté l'école. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, il a les réflexes d'un écolier. Il a peur de l'inspecteur. Il a peur du directeur. Voilà. Et puis moi, j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour les professeurs parce que 90% d'entre eux se donnent à fond pour leur métier. Et quand on les voit passer des heures, les corrections, est-ce que je vais mettre 14,5 ou 14, etc. C'est s'investir à fond. Et puis en fin d'année, vous avez votre supérieur hiérarchique qui vous dit par oral, hein, c'est jamais par écrit ce genre de choses. Bon, toutes les notes, on les remonte. Hein, donc le 14 du prof au lieu du 14,5, mais ça ne veut rien dire du tout, puisque de toute façon, au final, il y a des objectifs de pourcentage qu'il faut atteindre, donc quels que soient les moyens. J'ai entendu parler de ça, ça m'a paru fou, de se dire que les notes sont celles qu'elles sont, et qu'en fait, finalement, après, on rehausse un peu tout, on fait un peu bien sûr comme on peut pour éviter les redoublements. Est-ce que c'est le cas, bien en sûr. fait, c'est ça? Mais bien sûr. Alors, mais quelle est la raison de ça? Parce qu'un élève qui a des mauvais résultats, qu'il ait ses raisons ou pas, il a des mauvais résultats. Enfin, si on parle de justice et d'égalité, dans ce cas-là, il faut qu'il redouble ou qu'il soit meilleur l'année prochaine, mais c'est son problème. En fait, est-ce qu'on n'apprend pas suffisamment aux gamins à connaître l'échec tôt? Parce que c'est ça aussi le... Vous savez, un enfant, je ne sais plus quel pédagogue disait qu'un enfant qui ne subissait pas l'échec était en danger. Et c'est la vérité. Parce que le gamin à qui on dit pendant des années tout va bien, à 20 ans, il n'accepte pas l'échec. Donc, aujourd'hui, c'est l'égalitarisme à tout craint dans l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que vous prenez un enfant de 6 ans, le temps de le transformer en citoyen éduqué, ça se compte en décennies. Ouais. Alors que un ministre, il est là pour quelques mois, quelques années pour les plus chanceux, quelques jours pour les moins chanceux. C'est vrai. Et donc, le ministre demande des résultats. Moi, j'ai quand même eu un recteur qui, en réunion de chef d'établissement, nous a dit « Le ministre demande que les chiffres que vous allez sortir valident sa politique. » Donc, c'est très clair. Puisque le ministre est le meilleur ministre de tous les temps, les résultats doivent être excellents. Donc, comment est-ce qu'on fait? Déjà, on incite les professeurs à être bienveillants. Parce que si on note mal, d'abord c'est la faute du prof si on note mal, ça ne peut pas être la faute de l'élève. Évidemment. Donc on est bienveillant. Et puis ensuite, lorsque les professeurs ont évalué leurs élèves, c'est le chef d'établissement qui transmet par voie informatique l'ensemble du contrôle continu donc, au rectorat. Donc ton rôle, c'était ton rôle. Voilà, c'était mon rôle. Et donc là, très clairement, le directeur académique en réunion de chef d'établissement dit « Vous êtes responsable des résultats de vos élèves puisque vous avez la main sur le logiciel. » Voilà ce que j'ai entendu de la part d'un directeur académique. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ensuite, vous êtes chef d'établissement. Soit, c'est l'option que j'avais choisie, vous ne modifiez pas les évaluations des professeurs parce que vous estimez que le professeur, il est dans son il a mis rôle. 12, il est dans son S'il met rôle. 12, c'est qu'il y a 12, normalement. Et puis les résultats sont finalement conformes au niveau réel des élèves. Et donc ensuite, vous avez votre hiérarchie qui vous dit « Mais comment ça se fait que vous n'avez que 30% de réussite ?» Soit effectivement, vous voulez faire carrière, vous voulez être bien vu de votre hiérarchie, et là, toc, 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 vous ajoutez quelques points, et vous avez donc un bon contrôle continu. Ce qui fait que, comme par exemple pour le brevet, le contrôle continu compte pour une énorme part, vous avez des élèves qui, grâce à leurs notes du contrôle continu, ont leur examen, alors qu'à l'examen final, ils ont eu des notes catastrophiques. Et moi, j'ai même une collègue, je me rappelle très bien, un jour de rentrée, elle me dit « Ah, Patrice, là, je crois que j'ai un petit peu abusé. » Elle était donc principale d'un collège de REP, avec d'énormes problèmes, et
son collège, il avait eu 97% de réussite. Donc un des meilleurs, un des meilleurs taux du département. Alors pas considéré comme un des meilleurs collèges. D'après les résultats, si, oui. Justement. Hein. Okay. Alors que c'était un des pires collèges, globalement. Pourquoi? Parce qu'elle avait triché. Mais même au niveau, moi, je me rappelle très bien, un jour, donc au journal régional de télévision, il y a un inspecteur, donc un IPR, un inspecteur pédagogique, donc, qui est interviewé, et le journaliste lui dit « Mais le bruit court que les élèves ont été notés sur 24 au lieu de 20 au bac. » Et donc, et ce sont les syndicats d'enseignants qui avaient fait fuiter l'information. Et donc, l'inspecteur outré, pas du tout, non, c'est que les professeurs ont mal compris les consignes des correcteurs, etc. Ok, fin de l'affaire. Sauf que le lendemain, par hasard, j'ai croisé cet inspecteur au rectorat. Et donc, je le vois, je dis, bonjour, vous étiez bien hier à la télé. Et texto, il me dit, ouais, y en a marre. Moi, je voulais pas. C'est la rectrice qui m'a obligé à aller au charbon. Mais moi, j'étais pas d'accord avec cette histoire de noter sur 24. Donc, effectivement, les élèves avaient réellement été notés sur 24. Mais il fallait s'en protéger. Et voilà. Et donc, quand vous êtes noté sur 24, vous avez la note sur 20 est un peu meilleure. Donc voilà les pourcentages, les taux de réussite qu'affiche ensuite le ministère viennent concrètement de ce résultat. D'où ta sympathie, une partie de ta sympathie pour les profs. Pour rester sur le sujet des profs, sans parodier un célèbre sketch des Inconnus, mais est-ce qu'un bon prof, ça se distingue? Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'un mauvais prof, tu le vois de suite? Est-ce qu'il y a le bon ou le mauvais prof? C'est ça ma question. Alors, le bon prof... Est-ce qu'un bon prof te dit direct, au bout de 3-4 jours de classe, ou une semaine, un mois, c'est bon, là je vais avoir aucun problème, cette personne-là tente des choses avec les jeunes, elle essaie de faire au mieux pour que ça change un petit peu du cours classique, ou est-ce que tu vois directement que la personne n'a rien à foutre et que ça suit son cours, quoi? Ça se voit très vite. Déjà, il y a la base. Le professeur qui vient chercher ses élèves à l'heure et celui qui vient chercher ses élèves en retard. Déjà, ça donne une indication. Ensuite, vous avez le professeur. Moi, j'ai en tête un petit bout de zan de professeur qui devait faire 1m50. Face à des gaillards d'1m80, 1m90, ça ne pipait pas. Parce qu'un professeur qui travaille, qui rend les copies des élèves dès le lendemain, qui leur donne qui leur fait des cours, mais on sent qu'il y a du travail, mais il est respecté des élèves, et donc ça tourne. Et puis le professeur, je m'en foutisse, oui, ça se voit tout de suite. Mais c'est une minorité, c'est une infime minorité. Vous savez, même quand vous entrez dans le métier d'enseignant, en n'ayant pas forcément la vocation, parce que autant avant c'était vraiment une vocation, autant maintenant, j'oserais dire que c'est un peu par défaut qu'on choisit ce métier. D'ailleurs, contrairement à ce que dit le ministère, bien évidemment qu'on manque d'enseignants, parce que les gens n'ont pas envie de se faire insulter toute la journée pour un salaire qui n'est quand même pas mirobolant. Donc même quand au départ on entre dans la fonction, pas forcément motivé, vous savez, vous êtes quand même obligé d'être un peu solide quand vous avez 25 ou 30 élèves en face de vous. Quand tu parles de comportement de prof où ça se voit de suite, c'est quoi, au-delà du retard? Qu'est-ce qu'un mauvais prof fait? C'est quoi les comportements d'un mauvais prof? Alors, ça m'embête. Encore une fois, je dis bien... pas de nom, il y en a 50. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de profs. Non, mais c'est vraiment une minorité. Là, j'insiste là-dessus parce que c'est très facile de casser des profs. Moi, je sais que, par exemple, dans ma carrière, dans ma vie de jeune étudiant, élève puis étudiant, j'ai eu très peu de mauvais profs. Complètement. Mais je me sens pas chanceux, c'est ta normalité. Oui, bien sûr. Le mauvais prof, c'est celui, par exemple, qui... l'élève n'a pas fait son devoir... avant même que l'élève donne une explication, « Allez, t'exclus de cours, je veux pas entendre parler de toi ». Enfin, vous voyez, où c'est le professeur qui humilie le professeur en public. Enfin, c'est à ça, mais c'est compliqué. Enfin, oui, c'est un peu au cas par cas. Et oui, bien sûr. Tu parlais du salaire. Un jeune prof, quand tu as connu différentes époques, est-ce qu'un prof gagnait mieux à tes débuts qu'aujourd'hui? Ou est-ce que ça a toujours été finalement constant et plutôt en dessous de ce que ça devrait être?
Alors, a priori, je crois, j'avais été marqué par ça, quand j'ai débuté, le salaire d'un instituteur correspondait à celui d'un capitaine au niveau de l'armée, et maintenant, je crois que le salaire d'un professeur des écoles, ça correspond à celui d'un adjudant. Donc, je crois qu'il y a... c'est un peu en dessous, du coup. Donc, on parle beaucoup du salaire des professeurs. Alors, c'est vrai que le salaire de base n'est pas extraordinaire, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Maintenant, tous les professeurs sont plus ou moins incités à faire des heures supplémentaires. Quand vous êtes professeur principal, vous avez une indemnité aussi. Donc, je crois que même si les syndicats disent « ouais, on va être plus payé, c'est pour ça qu'il y a la crise des vocations », je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se contenteraient largement de leur salaire si leurs conditions de travail étaient correctes. Parce que ce qui mine un professeur, c'est d'être obligé de prendre sur lui, d'avaler des couleuvres, de savoir que si jamais il punit un élève, il va avoir des problèmes ensuite. Ça, c'est terrible. Donc, c'est sûr que si vous voulez être millionnaire, il ne faut pas entrer à l'éducation nationale. Hein. Non, c'est clair. Mais on a tellement il y a tellement d'autres avantages. Toi, tu vivais bien quand tu étais principal ? Ça donne quoi un salaire en fourchette qu'on puisse imaginer? Parce qu'on imagine qu'il y a le prof, puis le prof principal, puis le directeur. Est-ce que tu gagnais bien ta vie ou est-ce que donc un chef d'établissement, ça gagne moins qu'un professeur agrégé. Donc voilà. Maintenant, il y a un logement de fonction. Voilà. Et non, moi je me suis jamais plaint de mon salaire. Et puis si j'avais voulu gagner plus, j'aurais fait un autre métier. Oui, je comprends. Voilà. Oui, toi, tu avais ce côté vocation, finalement. Ouais. Tant que tu avais un cadre qui te correspondait, une organisation qui t'allait bien, finalement, c'est ce que tu recherchais. Et des élèves qui allaient pouvoir aller de l'avant et s'améliorer, sortir de meilleures conditions. Quoi. Et puis, je crois qu'on n'a pas à être envieux, sauf si on en a été empêché. Mais si on aspire à gagner plus, on choisit un autre métier. Je veux dire, oui, les footballeurs, ils gagnent des millions. C'est peut-être aussi parce qu'ils sont doués balle au pied, voilà. C'est comme ça. Et moi, je peux... alors là, ça va faire bondir des millions d'enseignants, mais moi, je trouve que par rapport à un chirurgien de l'hôpital public, dans l'éducation nationale, on est très bien payé. Parce que nous, on contribue un petit peu à l'éducation des enfants. Le chirurgien, il sauve des vies. La part d'un prof ou d'un principal dans l'éducation d'un enfant, pour toi, elle représente quel pourcentage? Parce que finalement... Tu as beaucoup d'enfants qui débarquent, qui viennent de cadres familiaux complètement différents, certains avec l'appui des parents, avec l'accès à la culture, et d'autres qui n'ont pas tout ça. Est-ce qu'un prof, c'est son rôle d'essayer de donner ce que l'enfant n'a pas? Ou est-ce que malheureusement, il ne peut pas, parce qu'il y a trop d'élèves et que c'est compliqué pour lui, et il doit se contenter de l'aider comme il peut? Les deux, c'est-à-dire donc oui, le professeur fait ce qu'il peut, il aide l'élève du mieux qu'il peut, mais il ne faut pas se leurrer. Tu sais, c'est terrible à dire, et là aussi c'est politiquement incorrect de le dire, mais moi, durant mes 15 ans de passer à l'école primaire, je voyais un petit élève au CP, je savais s'il allait avoir son bac ou pas, hein. Et je me trompais très peu. Enfin, moi, comme tout le monde, pourquoi? Parce que le simple fait que les parents soient derrière leur enfant, déjà, vous gagnez. Si vous avez les parents qui sont toujours en train de taper sur l'école, comment l'élève peut-il ensuite avoir le goût des études? Donc, il faut être très modeste. Je crois on a tous des enseignants qui nous ont marqués dans la vie, en bien ou en mal. Hein. Bien sûr. Mais je dis, moi, si j'ai embrassé cette carrière, c'est parce que je vénérais mon instituteur du CM2. Mais il faut rester modeste et le pourcentage, c'est un petit pourcentage. Tu peux prendre la décision en tant que directeur, en tant que principal, de virer un prof toi-même, tout seul? Non. Alors ça... Est-ce qu'on peut virer un prof, c'est ça? Non, mais on ne peut pas virer un prof. alors, il y en a trop peu. C'est pour ça. Mais voilà. Alors, donc déjà, ça, il faut bien dire une chose, c'est que chef d'établissement, c'est peut-être le métier de chef qui a le moins de pouvoir. Parce que il y a notamment les syndicats d'enseignants qui sont bien plus forts que les chefs d'établissement. Alors maintenant, les sanctions à l'éducation nationale, ça ferait rire n'importe qui. Donc,
donc lorsqu'il y a vraiment de gros problèmes, un enseignant passe en commission de discipline. Et pendant quelques années, j'ai siégé, moi, dans cette commission de discipline. Mais c'est incroyable. Il y avait un professeur qui avait envoyé plus de 1000 SMS en quelques mois à une élève. Donc vous voyez un petit peu... On voit l'idée. On voit, hein, la sanction terrible. Enseignant obligé de quitter son collège. On lui demande de changer d'établissement. Sanction terrible. Hein. Un autre cette fois, c'était un infirmier de l'éducation nationale qui aussi avait des attitudes plus que limites avec les petites filles, les petites collégiennes. Eh ben, on lui a demandé on lui a dit, demandez votre mutation, elle sera examinée avec bienveillance. C'est-à-dire que non seulement il avait une attitude coupable, mais en plus, il allait passer devant ses collègues pour obtenir un poste. C'est ça les sanctions à l'éducation nationale. Alors, avant de renvoyer un professeur, moi j'ai un inspecteur qui m'a dit, texto, beaucoup de choses se passent à l'oral, vous savez, à l'éducation nationale, parce qu'évidemment tout ça on ne peut pas l'écrire, et c'est ce que j'essaie justement de relater dans mon livre, parce que c'est ce qui me révolte. Moi j'ai un inspecteur qui m'a dit, de toute façon, il inspectait un stagiaire qui n'avait rien à faire dans l'éducation nationale, il m'a dit, de toute façon, on est obligé de le titulariser, j'ai les ordres, on manque de profs. Voilà ce que m'a dit l'inspecteur. Ouais, tu peux rien faire finalement. Non, c'est comme ça. On est pieds et poings liés, voilà. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que lorsque justement vous avez un parent qui vient vous voir avec une copie, qui dit regardez, monsieur Romain, et vous voyez la copie, visiblement l'enseignant a corrigé n'importe comment, enfin c'est du n'importe quoi. Eh bien, d'un côté, par solidarité, vous n'accablez pas le prof, donc vous essayez de dire aux parents, ouais, c'est normal, etc. Mais bon, le parent n'est pas dupe. Et puis de l'autre côté, vous avouez votre incapacité à agir. Parce que l'enseignant est fonctionnaire, il est titulaire, donc il est intouchable. Ça se passe comme ça, peu importe la faute finalement, quoi. Peu importe la faute. En général, la sanction, c'est ça, on déplace. Le jeu favori dans l'éducation nationale, c'est la patate chaude. C'est-à-dire que, comme ça, voilà, un professeur dysfonctionne, tac, on change d'établissement. Ou alors, il y a une autre méthode, c'est on conseille aux professeurs d'aller en stage de formation, non pas pour se former, mais pour faire souffler les élèves et le collège où il est. C'est ça les solutions. Hein. Et c'est comme les élèves, là. Voilà, un élève qui dysfonctionne, paf, on le met dans un autre établissement. C'est le jeu de la patate. On parlait des élèves juste après. Ouais. Pour terminer sur les profs, est-ce que tu as des profs qui... alors, c'était le moment préféré des élèves souvent, ou étudiants, c'était l'absence des profs. Est-ce qu'il y en a qui arrivent en retard et qu'au bout de 10 minutes, il y avait cette règle un peu tacite qu'on se disait, tiens, qui n'existe pas d'ailleurs. Qui n'existe pas là. S'il n'est pas là dans 5 minutes, on peut se barrer. C'est une règle que les élèves ont inventée, je pense, il y a très longtemps. Est-ce que tu avais des profs absents de manière récurrente pour diverses raisons? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que donc, les professeurs ne sont pas plus absents que les bouchers charcutiers. Il y a évidemment des spécialistes de l'absence. Celui qui joue au tennis tous les dimanches et qui est absent tous les lundis matins, ça existe. Mais globalement, les professeurs sont sérieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, les absences ne sont pas dues aux professeurs. C'est que je t'ai dit tout à l'heure que ma deuxième année d'école normale, pendant 3 mois, j'étais face à une classe pendant que l'institutrice titulaire de cette classe partait en formation. Donc ça, c'était avant, comme dirait la pub. C'est que maintenant, lorsque les professeurs partent en formation, ils ne sont pas remplacés. Donc évidemment, les élèves disent « Ah, le prof est encore absent ». J'ai eu un professeur, j'aime pas dire j'ai eu parce que ce ne sont pas mes professeurs. Oui, mais c'est l'habitude, c'est le réflexe un peu verbaux de donc, dans un des collèges où j'étais, il y avait un professeur, donc il faisait des stages. Il était formateur, il y a besoin de formateurs, donc il s'absentait. Il était moniteur de secourisme. Donc, l'administration lui demandait de donner des cours de secourisme, enfin, bref. Il surveillait les examens aussi. Sur l'année scolaire, j'avais fait le calcul, 26% de son temps absent. 26%, donc un quart de son temps absent, il n'avait jamais été malade.
Parce qu'il y a une logique à l'éducation nationale. Par exemple, lorsque, moins maintenant, hein, ils ont quand même un peu volé, mais au tout début de l'informatique, on ne recrutait pas un informaticien à l'éducation nationale. On demandait si parmi les profs, il y en avait un qui avait quelques connaissances informatiques, et donc hop, il venait. Donc résultat, ça ne fonctionnait pas au niveau de l'informatique, et il y avait un professeur absent. Je vois ce que tu Donc veux dire. c'est toujours du bricolage, et donc effectivement, en bout de chaîne, les élèves sont contents et les parents sont mécontents parce que les professeurs sont absents. Ouais, t'as quand même- Mais il y a un tas de causes. J'ajoute à cela les absences légales sur lesquelles chacun se fera son idée pour heures syndicales. C'est-à-dire qu'une fois par mois, les enseignants ont le droit de s'absenter 1 heure donc pour s'informer au niveau syndical. Enfin, il y a un tas de petits... Tu te récupérais par-ci par-là. Ah non, c'est jamais récupéré, non. Ah oui, d'accord, Ouais. ok, très bien. Est-ce que tu as eu, par exemple, des profs qui séchaient les cours pour diverses raisons? Est-ce que tu as eu des profs qui ont fait des... Je sais pas, qui ont un peu dépassé les limites, qui sont arrivés, je sais pas, un peu alcoolisés ou autre? C'est déjà arrivé? Ouais. Une fois, je suis dans mon bureau, il y a un élève qui vient me voir, il me fait « Monsieur Romain, la prof, elle est bizarre. » Bon, je suis d'accord, j'interromps ma sieste. Et donc, J'adore cette phrase. et donc je monte voir et je vois la prof affalée sur le bureau. Elle était complètement saoule. Et là, c'était compliqué à gérer. Comme je vous dis, c'est un métier très intéressant, chef d'établissement, parce que justement, vous devez apprendre à gérer ça, quoi. Et donc, j'ai mis 10 minutes à la convaincre de quitter sa classe. Non, monsieur Rhin, ça va. Qu'elle était devant les élèves, c'était vraiment très compliqué. Donc, j'ai réussi à la faire quitter la classe et ils ont été pris en charge par un assistant d'éducation. Et puis, cette pauvre professeure avait des problèmes des problèmes personnels plus. Et puis voilà, parce que les professeurs sont des êtres humains avec leurs problèmes. On demande souvent aux profs ou à n'importe quel métier de laisser un peu les problèmes à la porte du travail, que ce soit les infirmiers, les médecins. Impossible. Impossible. Parce qu'un problème qui va être très personnel et très touchant va nous impacter le cerveau, forcément. Bien sûr. Et puis, mais encore une fois, c'est vraiment rarissime, hein. Et puis une fois, j'ai vu il y avait, la France qui disputait un match de foot des qualifications européennes. Tu sais, il y a toujours les caméras. Et je vois un prof de mon établissement, et son petit drapeau, elle est la France. Et ce prof, il était malade. Il était porté malade. Voilà. Ah, je dis quand même, là, c'est un peu abusé. Mais je te rassure tout de suite, lorsque j'en ai parlé à mon directeur académique, en clair, il m'a dit que j'avais qu'à pas regarder la télé, quoi, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est vrai, ça aussi, Patrice, tu déconnes. Voilà. J'ai vu, j'ai cru entendre Louis parler d'un prof qui chassait les Pokémon. Oui. Alors, j'ai pas voulu demander plus de détails, je voulais voir avec toi si... Alors, normalement, les professeurs sont tenus d'assister au conseil de classe. Mais entre un professeur, par exemple, de français, qui a 3 ou 4 classes, et un professeur d'éducation musicale qui en a 20, c'est pas tout à fait le même travail. Oui. Donc, globalement, on considère qu'assister à la moitié pour un professeur d'éducation musicale, c'est déjà bien, parce qu'on ne veut pas les surcharger. Mais là, j'avais une jeune professeure, donc elle n'a pas assisté au conseil de classe parce qu'elle allait chasser les Pokémon. Effectivement, il y a des priorités dans la vie, elle a fait son choix, il faut, voilà. C'est une prof de quoi? Hein, je crois que c'était une prof de français. Ah oui, donc quand même une matière Ah oui, principale. oui. Pas juste une matière qu'on expédie oui, rapidement. Non, mais il y a des hurluberlus. Hein. Mais encore une fois, c'est une minorité. Je peux vous dire que c'est d'ailleurs... j'aime beaucoup cette... Ah oui, mais bien, ça me fait rire, mais c'est... demande, tu vois. C'est pas normal, c'est pas normal. Mais moi, j'aime beaucoup les instants qui précèdent les conseils de classe, quand on voit tous les professeurs dans la salle des professeurs, qui attendent, ou avant une réunion de parents d'élèves. Donc, ils attendent, ils se prennent leur café, ils font semblant de se lancer des blagues à 2 balles, mais on sent qu'il y a de la tension. Ils ont peur. Et c'est là qu'on voit à quel point, justement, les professeurs sont sous pression et combien ils prennent leur métier au sérieux. En tant que principal, tu as accès à la salle des profs, l'endroit un petit peu mystique de tous les collèges. Ouais. Est-ce qu'il y a une vie dans la salle des profs? Est-ce que tu es témoin de, je sais pas moi, relations, flirt entre profs, bien sûr. de discussions, de ragots, de clans? Je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a des clans dans la salle des profs? Alors,
Déjà, il faut savoir qu'en général, le professeur lambda a un ego affirmé, globalement. Alors on a les professeurs des matières... les professeurs des matières nobles, français, maths, Ah oui. qui considèrent, pas tous, hein, mais qui considèrent les professeurs d'art plastique, éducation musicale, comme des matières un petit peu annexes. Il y a aussi les professeurs d'EPS qui font un petit complexe, parce qu'ils ont l'impression qu'on les considère comme des non-intellectuels. Donc ça, ce sont les clans. Ensuite, on a les deux clans... c'est le clan des... Alors je dis le clan des fachos et le clan des démagos. Les fachos sont ceux qui en classe, et comme ça, les élèves doivent obéir, etc. Et puis de l'autre côté, on a les clans de peace and love. Voilà. Donc ça, en général, ça s'affronte. Ce sont les pré-affrontements avant les conseils de classe. Donc là, et puis ensuite, c'est très amusant parce qu'effectivement, surtout les années passant, j'observe les jeunes profs. Effectivement, ça dragouille, tout ça, c'est adorable. Et puis parfois, ça se dispute fort. Hein. Moi, j'en ai une qui a cassé une cloison en plaque-au-plâtre. Hein. Et il y a une prof qui s'est embrouillée avec un autre. Paf! Elle a donné un coup de poing dans la cloison. Et quand je lui dis, mais madame, pourquoi vous avez fait ça? Ouais, c'est mieux que je fasse dans la cloison plutôt que ce soit dans sa gueule. Hein. Ah ouais. Allez, c'est... Non, parfois. Et toi, tu vas dans cette salle? Parce que c'est pas la salle du principal, du bureau. Alors, c'est très important pour un chef d'établissement que d'y aller. Justement, pour, entre guillemets, marquer son territoire. Mais ça comporte des dangers. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin de compte, les professeurs, ils sont très scolaires. Donc, ils ont un peu peur du chef quand le chef est dans son bureau. Il y a un problème de lieu aussi, c'est-à-dire aller jusque dans le bureau du principal, toquer, ouvrir, c'est impressionnant. C'est une volonté, quoi. C'est pas une volonté, mais globalement, c'est ça. Oui. Alors, quand c'est le principal, enfin le chef d'établissement qui vend ça les profs, là, c'est le contraire. Il est tout seul dans le Mario. Il y a tous les crocodiles autour, et là, ça tombe. Eh, monsieur, vous avez vu, la machine à café est en panne. Oh, monsieur, c'était en fait ce qu'on a mangé au selfie hier. Monsieur, machin. Enfin, voilà, quoi. Et donc, il faut... Tu viens toi-même au cœur du cyclone, finalement. Exactement, voilà, c'est ça. Mais, justement, il faut quand même montrer qu'on n'a pas peur. T'entendais des ragots sur toi, par exemple? Est-ce que ça tchatche un peu, tu te dis, tiens, là, ils sont en train de parler de moi ou... Non, mais bon, évidemment qu'ils parlaient de moi. Mais devant, j'ai jamais... Si c'est derrière toi, tout va bien. Ouais, c'est dans ton dos. Bon, comme on dit, qui parle dans mon dos parle à mes fesses. Hein, oui. Mais globalement, on se doute ce que les professeurs pensent de soi. T'as déjà assuré les arrières d'un prof, toi, pour je ne sais quelle raison. Est-ce que tu l'as aidé dans, je sais pas, un prof qui te dit, j'adore cette prof, j'essaie de la draguer, je sais rien, mais tu sais, d'avoir un point de confidence. Alors, une fois, mais je me suis fait gronder par ma femme. Parce que une fois, j'ai surpris un prof. Enfin, il y avait un prof qui était très affectueux vis-à-vis d'une autre prof. Et il se trouve que la femme du prof est venue au collège. Et moi, quand je l'ai vu arriver, je suis allé trouver le prof. Je lui ai dit, vous savez, il y a votre femme qui vient vous chercher et tout. Mais je me suis fait gronder par ma femme ensuite. Elle m'a dit, ouais, t'avais qu'à le laisser. Gérer sa merde. En gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Non, mais autrement, ils sont adultes. Hein. Est-ce que du coup, tu as été le confident de certains profs? J'ai lu un chiffre qui m'a marqué. C'est que chaque semaine, il y a un prof qui se suicide. C'est un chiffre assez glaçant. Est-ce que toi, tu as dû gérer, je ne sais pas, des crises de larmes de profs dans ta carrière? Est-ce que tu as dû être le confident pour des problèmes à la maison, ou je ne sais de quelle mesure? Très souvent. Alors, une fois, ça c'était plutôt comique, une compagne de prof qui était venue se plaindre auprès de moi parce que son mari la sodomisait sans son consentement. Oula. Et donc, j'étais un petit peu gêné. Ouais. Mais... c'est très souvent... moi, j'ai vu beaucoup de professeurs femmes et même des professeurs hommes venir pleurer dans mon bureau. Et là c'est compliqué. C'est compliqué parce que, déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour un professeur, venir dans le bureau du chef d'établissement, c'est une démarche. Et puis s'écrouler devant son chef,
c'est un peu humiliant en fin de compte. Et là, alors pour des problèmes personnels, mon mari m'a quitté, je suis à la porte. J'ai même trouvé un logement pour une prof qui était à la porte, enfin un logement d'urgence. Et puis des problèmes avec les élèves, quoi. Ils sont durs, hein, les collégiens. Ils sont durs. Et puis quand on est professeur, on n'a pas le droit de craquer devant. Alors on tient jusqu'à la fin du cours, et puis à la récréation, on file dans le bureau du principal, et puis on s'écroule. Ça, ce sont des moments compliqués. Mais c'est aussi la preuve qu'il y a une certaine confiance qui s'est établie. Mais ça, je m'en serais bien passé, ouais. Tous ces moments-là, c'est difficile. C'est un métier difficile, professeur, vraiment. Il y en a un tas d'autres, hein, certainement. Mais... Ils sont là pour enseigner, ils ne sont pas là pour subir tout ce qu'ils subissent. Tu as déjà perdu des profs, en le sens où il y en a qui sont partis, qu'ils n'en pouvaient plus, en fait. Ça les dépassait, ils ont décidé de quitter leur métier. Oui. Alors, déjà, ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, de dire à des professeurs de rentrer chez eux. Dire, non, c'est bon, ça sert à rien, là vous n'êtes pas en état, allez dormir chez vous, ça ira mieux demain. Oui, mais mes élèves, c'est pas grave, on va gérer. Là. Et une fois, c'est un de mes regrets, un très bon professeur qui a démissionné. Mais je n'ai pas réussi à le faire revenir sur lui. A contrario... Qu'est-ce qu'il avait eu comme souci? C'était trop de pression des élèves? Je pense que c'était... non, ce n'était pas les élèves, il était excellent avec les élèves. Mais c'était la pression de son inspecteur. Vous savez, un inspecteur, c'est un professeur qui en avait assez d'être devant des élèves, donc qui a passé un concours et qui est devenu inspecteur. Alors il y en a qui se rappellent parfaitement... Qu'ils l'ont été. Qu'ils l'ont été. Et puis vous en avez, ce sont des sadiques. Mais vraiment. Et comme eux ne sont pas inspectés, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, le professeur en question, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. C'est un... Ouais, ça c'est compliqué, ouais. Toi, finalement, tu te sens un peu protégé, finalement, de ce contact direct permanent avec les élèves. Tu l'as eu, plutôt dans ta carrière, mais quand tu es principal... Finalement, tu es le cran au-dessus, tu es le maillon qui suit, donc tu n'es pas en contact direct, sauf si les élèves, on en parlera après, sortent un peu des clous, mais globalement, tu es un peu plus protégé que les professeurs. Complètement. En première ligne. Et surtout, le professeur, quand il est face à un conflit, s'il se fait insulter en cours, le professeur, qu'est-ce qu'il a comme solution? Il continue son cours? Il interrompt son cours? Il exclut l'élève? Il faut avoir la bonne attitude dans les 2 dixièmes de seconde. Alors que, en tant que chef d'établissement, quand on reçoit un élève, ça permet de poser les choses. Le moment de tension est passé. Ça n'empêchera pas la punition, parce que l'élève a insulté le professeur, quelles que soient les raisons, il sera puni de toute façon. Mais ça permet justement de discuter et d'aider l'élève, parce qu'on a le temps. On peut discuter 20 minutes avec l'élève. Le professeur, il ne peut pas. Il en a 25 autres qui attendent. Donc ça, c'est vraiment une partie de ma fonction que j'ai appréciée. Pouvoir discuter sereinement. Ou pas, hein, c'était pas toujours très serein. Il y a des fois où justement tu n'avais pas... Tu as l'inverse, tu as eu des profs qui dépassaient les limites et que tu as dû gérer vis-à-vis d'élèves. Est-ce que, tu vois là, c'est des élèves qui ont pris le pas sur certains profs. Est-ce que tu as des élèves qui sont venus te voir en disant « Monsieur, en cours, ça se passe pas très bien » et que tu as dû aller voir toi-même ce qui s'y passait, à quel point... Oui, ça aussi, c'est très compliqué. Alors, donc déjà, il y a le professeur qui frappe l'élève. Ouais. Il y a une claque, tout. Alors souvent, maintenant, c'est l'élève direct. Hein. Eh, monsieur, madame une telle, elle m'a donné une claque. Ah. Donc, il faut vraiment arrondir les angles. Ouais. Oui, c'est vrai, elle t'a donné une claque, mais peut-être on avait un peu exagéré avant. Enfin, on essaye de... Puis ensuite, on va voir la professeure. Bon, vous savez, je comprends, vous êtes énervé, mais ça se fait pas. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est... on est on est en plein dans les relations humaines. Parce que là aussi, s'il y a eu claque, c'est qu'avant, soit l'élève a exagéré, ou peut-être le prof a eu des problèmes le matin, au cours précédent, ou même des problèmes personnels. C'est dur de faire abstraction. Oui, c'est un cumul de choses, finalement. Exactement. Mais ça reste un craquage lié à une situation. Donc ça, il faut l'entendre aussi. Alors maintenant, ce qui est compliqué, c'est quand effectivement, vous avez un professeur qui est complètement incompétent. Ça existe. Et, encore une fois, le chef d'établissement n'a aucun pouvoir.
quand systématiquement, si on prévient donc la hiérarchie, donc déjà on est un mauvais chef d'établissement parce qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que le mauvais professeur soit devenu excellent professeur, et donc si on prévient la hiérarchie, bon, ben, encore une fois, ils disent au professeur, attention, il faudra faire ceci ou cela, on envoie un inspecteur qui fait un rapport, gna gna, et ça traîne et ça ne résout rien du tout. Donc en clair, quand il y a un souci avec un professeur, ben, on se débrouille. De toute façon, globalement, hein, à partir du moment où il y a un souci, on doit se débrouiller. Hein. Ça, moi, j'ai encore le souvenir donc le recteur, il neigeait toute la journée. Le recteur, à 4h30 le soir, a envoyé un mot à tous les collèges, non pas en disant qu'il suspendait les cours, mais en faisant confiance à tous les chefs d'établissement, je reprends ses propos, hein, pour adopter la meilleure solution possible. C'est-à-dire, en clair, faites ce que vous voulez, si c'est bon, tout ira bien, si c'est mauvais, vous allez manger. Et c'est toujours comme ça. On a... Moi, en parlant d'intempéries, il y a de grandes inondations près du collège où je me trouvais. On était plusieurs dans ce cas-là. Et donc moi, il se trouve que le soir, les élèves devaient participer à une chorale commune, tous ensemble. Mais c'était tout à fait impossible. On a appelé l'inspecteur d'éducation musicale qui chapeautait le tout. Parapluie. Et résultat, nous, chefs d'établissement, on s'est appelés les uns les autres et nous avons décidé d'annuler. Et ensuite, j'ai décidé d'appeler tous les parents d'élèves pour qu'ils viennent chercher leurs enfants. Et heureusement, parce que le soir même, ils étaient entourés par les eaux. C'était une île, l'endroit où ils habitaient. Et ça, jamais la hiérarchie ne nous a recontactés. Le chef quand c'est bien, d'établissement, c'est eux. Quand c'est pas bien, c'est vous. Voilà, très bien. C'est exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. Le métier de chef d'établissement, c'est un métier de solitaire et un métier de schizophrène. Ah oui, tu dois te doubler, en fait, en quelque sorte, pour correspondre un peu aux attentes de chacun. Voilà. Et puis encore une fois, dire blanc alors qu'on pense noir. Ça, c'est très souvent. C'est très dur, parce que c'est contre ses propres valeurs, finalement, qu'on lutte. Exactement. Moi, j'ai du mal avec ça. On parlera après des cas d'élèves sur lesquels tu as été un petit peu mis en avant, embêté, pour différentes raisons. Est-ce que, pour finir avec les profs, est-ce que tu as des profs qui ont été sur le point de faire une bêtise? On parlait de chiffres de suicide assez importants. Est-ce que tu as eu besoin d'aider un jour un prof ou une prof qui était pas loin du suicide? Alors, pas directement. Mais, comment dirais-je, ce n'est surtout pas la prétention de ma part. Mais je connais très bien un collège avec un chef d'établissement qui n'avait rien à faire en tant que chef d'établissement, et il y a eu plusieurs suites de professeurs dans son établissement. Dans le même établissement, quoi. Voilà. Et ça, très clairement, il y était pour quelque chose. Évidemment, la hiérarchie n'a pas bougé. Hein. Mais heureusement, je n'ai pas eu à gérer. Parce que si on reste sur le sujet-là, des choses qui ne vont pas bien, tu as un livre qui s'appelle « Omerta dans l'éducation nationale ». Tu as parlé justement de choses en tant que directeur d'établissement, en tant que principal, qui vont pas bien, sur lesquelles les profs ne s'expriment pas. Tu m'aimes, par exemple, Madame X, chef d'établissement, tu ne cites pas les noms des professeurs. Sans parler de côté politique, il y a quelque chose que toi, tu verrais plein de solutions, peut-être à certains problèmes, mais j'ai l'impression qu'en feuilletant ça, que rien n'est décidé en prenant en compte l'avis de principaux, d'établissements. Qu'est-ce que tu changerais en premier, si tu pouvais aujourd'hui changer quelque chose qui ne fonctionne pas bien? Alors, déjà, je ne suis pas l'adepte du yaka faucon. Non, bien sûr. Il y a le ministre Claude Allègre, il y a des années, qui avait parlé de mammouth. Il n'y avait pas complètement tort. Hein. Mais ce qui me semble indispensable, c'est... De toute façon, tout vient de la gestion globale. Je crois qu'il serait indispensable de faire un audit indépendant de l'éducation nationale. Vous avez des milliers de personnes dans l'éducation nationale qui ne servent à rien, qui ont des emplois limite fictifs. Vous avez, globalement, c'est un professeur pour 13 ou 14 élèves. Vous connaissez beaucoup de professeurs qui font face à 13 ou 14 élèves, hein? Plutôt 28-30. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez un tas de professeurs qui sont chargés de mission ceci, ou conseillers cela, etc. Donc, ce sont des gens qui ne servent à rien. Donc, un audit indépendant permettrait, à mon sens,
de voir déjà tout ce que l'on peut récupérer, puisque on manque de professeurs. C'est actuellement le problème. Vous avez les professeurs, mais ils ne sont pas forcément dans les classes. Voilà. C'est ça le... Je vais vous donner un exemple. Juste un petit exemple. Parmi les missions de l'inspecteur, c'est 1. Transmettre la parole ministérielle. Ça, en 2024, vidéoconférence. Je veux dire, faire convoquer 50 profs dans un amphi ou 2000 profs par visioconférence, à partir du moment où c'est simplement c'est descendant, je vois pas où est le problème. La deuxième mission des inspecteurs, c'est la formation. Alors, excusez-moi, mais les formations à l'éducation nationale, moi j'en ai suivi quelques-unes, dont une en Bretagne, c'était très sympa. Hein. Je suis parti le matin, j'ai laissé la voiture, j'ai pris le bateau pour aller sur une île. On a passé 2 jours et une nuit dans un internat, donc on s'est bien amusé. Classe de mer. On a fait une classe de mer. donc les formations à l'éducation nationale, je ne parle même pas du coup. Et la troisième mission des inspecteurs, c'est d'évaluer les enseignants. Mais en 2024, avec les différentes lois, l'inspecteur, il voit l'enseignant 2 fois dans sa carrière. En 40 ans, un professeur est inspecté 2 fois. Donc imaginez le mauvais professeur. Je veux dire, on lui dit « Ah, c'est pas bien, il faut faire comme ci, comme ça », et on revient le voir 20 ans plus tard. Donc, vous voyez. Et en plus, comme effectivement, ils ont des consignes pour ne pas traumatiser les professeurs, parce que si les professeurs craquent et s'en vont, il n'y a personne qui peut les remplacer. Donc, quel est le rôle exact des professeurs, des inspecteurs ? Donc, un audit pourrait permettre de déterminer ça. Et donc, ces inspecteurs qui, a priori, sont des bons professeurs, puisqu'ils ont réussi le concours d'inspecteur, mais pourquoi on ne les remet pas, au moins pour partie, devant les élèves ? Les cours seraient parfaits, puisqu'ils sont inspecteurs. Et en plus, ils pourraient même conseiller leurs collègues. Donc, vous voyez, je crois que un audit indépendant permettrait de pointer le doigt là-dessus. Parce que, vous savez, la soupe est bonne, hein. Je sais pas, un recteur, c'est 9 000 € par mois. Enfin, vous voyez, dès que ça monte vraiment dans les strates, ça commence à gagner plus que bien sa vie. Bien sûr, sans compter tous les avantages. Mais je ne suis pas anti-hiérarchie, hein. Évidemment qu'il faut une organisation. Mais il y a des... On supprime régulièrement des postes, mais des postes de secrétaire, c'est-à-dire des postes de fonctionnaires catégorie C. Et puis on embauche des directeurs de cabinet, adjoints au chef de cabinet, ceci et cela. Non, il y a une gabegie totale. Vous savez, il y a les moyens à l'éducation nationale. Simplement, il faut les employer où il faut. Et pas dans des... moi, j'ai un recteur qui, en réunion de début d'année de chef d'établissement, nous a dit « Faites des projets, il y a de l'argent, on vous en donnera. » Donc le message, c'était « J'ai trop d'argent ». Dépensez-le, sinon le ministère va me couper les vivres. Donc il y a une gabegie en personnel et en argent qui est énorme. Je vois très bien. Donc il n'y a pas d'IACA faucon, mais il faut vraiment qu'on s'asseye autour d'une table, les professeurs, les parents, sans doute les élèves aussi, tous les gens concernés par ça. Voilà. En fait, et puis on dit la réalité. On ne dit pas tout va bien. Non, on dit... On dit ce qui ne va pas, justement. Voilà, on arrête de dire tout va bien. Voilà, c'est l'intérêt. Alors qu'actuellement, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire, on camoufle tout et on dit que tout va bien. Non. Moi, vous savez, Monsieur Ndiaye, ça date pas d'il y a si longtemps que ça. Donc... ministre de l'Éducation nationale, voilà. Qui était là il y a quelques mois encore, je pense. On peut parler en mois ou... Oui. On peut parler en mois, je pense. Bon. Alors, on ne va pas le plaindre, maintenant il est ambassadeur à l'UNESCO, hein, il a vite retrouvé à se caser, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, bref. Il avait demandé au chef d'établissement de remonter les incidents. Mais, alors là, promis juré, sans rien cacher. Il a été assailli d'incivilité, enfin de remonter. Et donc, le langage du ministère, c'était « Ah non, les chefs d'établissement ont mal compris, ils ont remonté des incivilités qui n'avaient pas lieu d'être remontées. » Donc, paf, ça y est, on a remis la poussière sous le tapis, parce qu'on a bien vu qu'effectivement, quand on remontait tout ce qui n'allait pas, c'était énorme. C'était énorme. Moi, lorsque je me rappelle très bien, lorsqu'il y a eu les attentats en France, vous savez, la grande manifestation des chefs d'État, il y a eu une minute de silence dans tous les établissements de France.
nous avions ordre de remonter les incidents qui avaient lieu au cours de cette minute de silence. OK. Le soir, le ministre annonce une vingtaine d'incidents sur toute la France. C'est bien. Qu'est-ce que pouvait être un incident? Eh bien, un élève qui fait le clown pendant la minute de silence, ou qui refuse, ou tout ça. D'accord. Voilà. Une vingtaine d'incidents sur toute la France. Formidable. Hein, sauf que moi, dans mon établissement, dans mon petit établissement de province, j'avais eu 3 incidents. Ça veut dire que sur tout le reste de la France, il y en avait eu 17. Mais on prend les gens pour des jambons. Un audit indépendant, permettrait ça. Voilà. De remettre un peu tout à zéro et de se dire les choses réellement, en fait. C'est indispensable parce que je ne sais pas où on va, mais on y va en tout cas. On parlera un petit peu après de ton avis, toi, ton regard sur ce qu'on laisse finalement à la nouvelle génération de professeurs et d'élèves, parce que les deux sont concernés. On va repartir sur les élèves, si tu le veux bien. Les élèves, c'est un vrai sujet, tu en as connu de différentes générations. Qu'est-ce qui, pour toi, a changé le plus radicalement entre un élève des années 85-90 et un élève de 2020, parce que tu as pris ta retraite en 2020. Ouais. Qu'est-ce qui a été radicalement différent entre les deux époques, outre le respect qu'on a évoqué un peu plus tôt? Contrairement à ce que disent tous les chiffres, bien évidemment que la culture générale a énormément baissé. Même si on nous prouve par A plus B que tout va bien, non, c'est faux. Donc au niveau scolaire, c'est en baisse constante. Je m'entends. En informatique, il est évident qu'aujourd'hui, les élèves sont bien meilleurs qu'il y a 30 ou 40 ans, évidemment. Mais tout ce qui est français, maths, histoire, géo, ça devient être une catastrophe, puisque les correcteurs en histoire géo, par exemple, ont ordre de ne pas compter les bonnes réponses, mais l'intention. C'est-à-dire que si vous dites quand a eu lieu la prise de la Bastille, si vous dites la prise de la Bastille, c'est parce que les gens n'étaient pas contents, donc on estime que la réponse est bonne globalement. Vous voyez, enfin, je caricature. On englobe assez large finalement pour ne pas donner de mauvaises réponses. Voilà. Mais autrement, ce qui, je pense, a changé, c'est que maintenant, les élèves, dans certains domaines, sont plus compétents que les professeurs. Je m'explique. Avec l'informatique, justement. C'est-à-dire là aussi, je caricature. Le professeur pose quelle est la capitale de l'Australie? Vous me dites ça pour demain. L'enfant, le soir, il cherche, il trouve que c'est Canberra. Si le lendemain, le professeur dit alors, tout le monde a bien trouvé que c'était Sydney, le gamin, il dit non, monsieur, vous vous trompez, c'est Canberra. Et c'est le petit qui aura raison parce qu'il l'aura vu. Donc là-dessus, il y a des domaines où les élèves sont meilleurs que les professeurs et ça met souvent les enseignants en porte-à-faux. Mais, encore une fois, c'est à l'enseignant d'admettre qu'il a fait une erreur. Après, ça fait perdre confiance aussi, et ça fait perdre une classe, peut-être. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et globalement, je crois qu'aussi maintenant, les élèves, comme les parents, demandent plus de comptes. C'est-à-dire qu'avant, l'enseignant, allez, tu me fais ça en ligne, point, c'est tout. Maintenant, ce sera pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est avant, on appliquait, maintenant, on demande pourquoi. Voilà, exactement. Okay. Avant, comme on dit, chercher à comprendre, c'était commencer à désobéir. Alors que donc maintenant, mais bon, encore une fois, c'est sociétal. Hein. Toi, là, on te voit un peu détente, tu as le recul maintenant, tu as ton expérience. Est-ce que tu étais un principal dur parce que tu voulais que la loi soit respectée, que les règles soient respectées, ou est-ce que justement, tu étais dans l'écoute et que parfois ça a pu te porter préjudice, tu te dis, bon, je fais confiance, mais finalement, tu tombes sur un élève qui ne méritait pas ta confiance. Est-ce que tu étais entre les deux? Comment tu jugeais ça? Alors, déjà, lorsque j'ai été nommé en REP, les 2-3 premiers conflits que j'ai eus avec les élèves, je me suis fait mener par le bout du nez. C'est-à-dire les gamins, ils m'ont embobiné. Et ensuite, j'ai été muté dans un petit établissement de campagne où là, le respect de l'autorité était encore terrible. Et là, les 2-3 premiers conflits, à chaque fois, j'ai fait pleurer les élèves. Parce que pendant 3 ans, j'avais pris l'habitude. Et à nouveau, quand je suis retourné en REP ensuite, donc en fin de compte, il faut s'adapter. Ouais. Mais globalement, c'était ma philosophie. Quand il y avait une bêtise, la première bêtise, je ne sanctionnais pas forcément. C'est-à-dire, j'écoutais l'élève. À la limite, je faisais une remontrance, je lui faisais comprendre que ça n'allait pas. Et la deuxième, je l'écoutais, mais de toute façon, il était puni. C'est-à-dire, je dis, voilà, t'as grillé ton joker, c'est fait. C'était un peu comme ça que je fonctionnais.
C'est comme ça que tu as appris à gagner un peu le respect finalement des élèves aussi, et de dire ok, ça parle. De dire ça. Oui, mais ça parle et on se dit tiens, il est comme ci, il est comme ça, et donc après tu as une réputation qui se crée. Tu crées une réputation forcément en tant que principal. Ah bien sûr, bien sûr. T'es obligé d'en avoir bien une. Sûr, bien sûr, ouais. C'est toi qui prends la décision finale de virer un élève? Parce que alors. Il y a des conseils de discipline. Oui. Enfin, j'ai des potes qui en ont eu. J'ai pas de potes qui ont été renvoyés, mais quels sont les cheminements pour arriver au bout de bonjour, c'est l'exclusion, tu vois? Alors, donc en primaire, il n'y a pas de conseil de discipline. Donc en secondaire, il y a un conseil de discipline qui se réunit, donc à l'initiative du chef d'établissement. Et alors là, faut sortir de l'ENA pour vous présenter un dossier complet, hein, parce que normalement c'est lettre recommandée pour que tout soit carré, parce que maintenant de plus en plus il y a des avocats derrière, des avocats de l'élève qui cassent la décision du conseil de discipline, vice de procédure, etc. Donc il y a un conseil de discipline, donc pour tel ou tel fait. Dans ce conseil de discipline, il y a donc des représentants des professeurs, des parents, des personnels de service, des élèves aussi, et puis donc on vote à bulletin secret pour savoir si un élève est exclu ou pas. Mais, comme le conseil de discipline, c'est visible, il y a une trace écrite. Et c'est là-dessus que sont jugés les directeurs académiques, donc les chefs d'établissement. C'est-à-dire que plus un chef d'établissement fait de conseil de discipline, moins il aura de chances d'être promu. C'est ça le hic. Moi, j'ai connu un collègue... C'est pas très logique. Ah ben non. J'ai connu un collègue qui n'a jamais fait de conseil de discipline, et sa dernière année, il en a fait 13. Parce qu'il savait qu'il risquait plus rien, là. Et là, il s'est dit, donc, bon, vas-y, de toute façon. Voilà. Et c'est ça qui ne va pas. C'est que le chef d'établissement qui veut faire carrière, il va tout faire pour ne pas faire de conseil de discipline, pour être bien vu de sa hiérarchie. Et donc... l'élève qui va harceler un autre, ben on ne va pas le renvoyer pour ne pas faire de conseil de discipline. Et c'est ce qui, à mon sens, est ridicule, parce que, encore une fois, c'est la poussière sous le tapis. Donc, quand on dit que c'est le chef d'établissement qui exclut l'élève, ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que c'est une décision collégiale. Bien, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai convoqué un conseil de discipline avec, à titre personnel, l'intention d'exclure l'élève, il a été exclu. Parce que si on a un peu de dialogue, tout le monde est d'accord avant. Mais c'est pas toujours que ça. On parlait tout à l'heure de suicide. J'ai une collègue, chef d'établissement, qui s'est suicidée. Et très clairement, la rectrice a tout de suite admis que c'était un accident du travail. Et pour qu'une rectrice l'admette, c'est que vraiment il n'y avait aucun doute. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée? C'est parce que justement elle a convoqué un conseil de discipline et l'élève a été exclu. Et ensuite, il y a des parents d'élèves et des professeurs qui n'étaient pas d'accord avec cette décision. Et ils ont fait pression sur la principale. Alors que, il y a eu un vote. C'est la démocratie. Ce n'est pas elle toute seule, quoi. Ce n'est pas elle toute seule. Et évidemment, elle a été complètement lâchée par sa hiérarchie. Elle a été jetée en pâture près des protestataires. Et donc, elle a commis l'acte irréparable. Mais ça n'a pas fait les grands titres de la presse. Hein. Tout ça, on essaie de camoufler. Il n'y a personne qui a une conscience mauvaise en se couchant le soir et en se levant le matin? Ça, je laisse les protestataires à leur conscience. Mais ça, vous savez, c'est quotidien. Hein. Moi, j'ai une autre collègue qui a été... des professeurs ont porté plainte contre elle. Donc, c'était vraiment très chaud. Donc, que se passe-t-il lorsque vous avez 3 ou 5 professeurs qui portent plainte contre un chef d'établissement? Dans le cadre de la justice française, la hiérarchie estime que c'est le chef d'établissement la coupable. Forcément, on ne cherche pas à savoir. Donc on déplace le chef d'établissement. Et j'ai eu contact avec cette personne ensuite. Il y a eu un non-lieu dans l'affaire. Donc elle a été innocentée. Elle m'a dit qu'elle avait mis 10 ans avant de s'en remettre. Vous vous rendez compte comme c'est... Ouais, un quart de ta carrière. Voilà, ouais, voilà.
Voilà. Pour une erreur, je ne sais pas quelle était son erreur ou quelle était peut-être... C'était un problème relationnel, toujours. Ouais, c'était la relation. Vous savez, c'est compliqué, les relations humaines. Vous avez toujours que... si vous ne faites rien, on va vous reprocher d'être laxiste. Si vous faites si vous faites quelque chose, on va vous reprocher votre autoritarisme. C'est difficile de trouver le juste milieu. Jongler entre les deux. Sans compter que dans une salle des professeurs, quelle que soit la décision que vous prenez, on parlait tout à l'heure du groupe des fachos et du groupe des démagos, et ben vous avez forcément la moitié des profs qui trouvent que vous êtes trop, et puis l'autre qui trouve que vous êtes toujours. Assez. Il y aura toujours cette dualité finalement. Voilà, exactement. Tu as eu, je sais que c'est arrivé une fois quand j'étais au lycée, moi. J'étais au lycée, c'était en 2009-2010, ça remonte quand même déjà à plus de 15 ans. D'une prof qui avait été poussée par un élève qui s'était mangé l'angle du support tableau où il y a les craies, ou en général, et ça lui avait ouvert un peu les côtes. Et c'était un premier acte de violence qu'on avait vu dans mon lycée. Ça ne s'était jamais vu encore. Tout le monde en parlait. C'était un peu là. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des faits divers assez récurrents sur une prof poussée dans les escaliers, une prof tabassée, filmée sur Snapchat, ou plein de manières différentes. Est-ce que tu as connu des profs, toi, qui ont été justement malmenés par des élèves, soit battus, soit attendus à la fin des cours? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû gérer? Alors, attendu à la fin des cours, oui. Mais ça, moi aussi. Hein. Ouais. Mais par contre, molester, non. Mais parce que... non. L'élève, de toute façon, les élèves savaient très bien que s'ils touchaient le professeur, ils étaient exclus de l'établissement. Ça, c'était sûr. Là, c'était la double ligne. Ah non, on peut pas. Enfin, d'après ma conception. Oui, d'autres pourront, mais toi, tu ne peux pas. Heureusement, je n'ai pas eu à gérer ce genre de choses. Mais oui, bien sûr que ça arrive, la violence. Dans mon dernier collège, en EPS, il y a donc le professeur qui a demandé à une collégienne il courait, il lui a dit « Allez, tu cours ». Il ne voulait pas, elle marchait, donc il a dit de courir. Et donc, pour se venger, la collégienne est allée dire à ses grands frères qu'il l'avaient tripoté. Donc les grands frères, puisqu'on parle de violence là, et donc les grands frères sont venus, et donc ils ont escaladé le collège, et ils sont allés faire la peau du professeur d'EPS. La hiérarchie, bien entendu, silence absolu. Hein. Silence absolu. Et quand je dis à ma hiérarchie, donc je vais accompagner le professeur, on va parler de tes plaintes, c'est « Mais pourquoi est-ce que vous voulez porter plainte s'il n'y a pas d'ITT » Sérieusement? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Hein. Tout ce que je vous dis. Et ce prof-là n'a pas voulu de lui-même y aller ou je sais pas moi, aller voir un journal en disant « Attendez, ce qui vient de m'arriver, c'est pas possible. On m'incite à ne pas porter plainte. » En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est ne porter pas plainte. De toute façon, il n'y a pas d'ITT. Voilà. Oui. Il est revenu travailler. C'est à moi qu'on a dit. C'est à moi. Oui, c'est à toi. Oui. Mais parce qu'il y a une forme de honte de la part de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on culpabilise tellement le professeur que lorsqu'il a un problème, il en arrive à penser que c'est de sa faute. C'est tout un état d'esprit. Tu n'imagines pas justement cette pression. En gros, un élève qui réussit, c'est grâce à l'élève, et un élève qui est en échec, c'est à cause du professeur. Il y a une pression énorme. Et les professeurs consciencieux prennent tout sur eux. Est-ce que c'est pas ça qui a changé le plus finalement aujourd'hui? Peut-être bien, ouais. Parce que ce que tu me dis là j'imagine un prof de PS qui a certainement dans ce cas-là n'a rien fait et qui se retrouve à devoir retourner faire cours, avoir une réputation, avoir une image. Parce que même si tout ça est faux, qu'il s'est fait tabasser ou autre, ça reste. Et puis s'il y a un endroit où les bruits de couloir circulent, ça reste quand même les collèges, les lycées. Enfin, c'est quand même assez fou. Ouais. Donc soit moi, j'ai été victime de bruit aussi. Un jour, un prof, monsieur Romain, je suis désolé. Bon, pourquoi? Ben, vous divorcez, c'est ça? Je dis non, tout va bien. Ma femme va bien, je vais l'appeler quand même pour vérifier. Mais... c'est ça. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, ça demande. Peut-être mes années de sapeur-pompier m'ont aidé justement à prendre du recul. Parce que vous savez, quand vous êtes confronté à un petit gamin de 10 ans qui meurt sous vos yeux, le collégien, je ne sais pas, qui vous insulte, vous vous en moquez. Vous il y a un ordre de priorité qui se Exactement. Ouais. Donc tout ça, ça me passait un peu au-dessus. Mais les gens qui sont un peu plus fragiles ou qui ont plus de difficultés temporaires, c'est très compliqué. On va rester sur le sujet des élèves. On va parler du redoublement et de certains parents qui ont fait pression justement pour pas qu'une jeune ne redouble. On va en parler un peu plus tard. C'était une affaire assez dramatique que tu as pu vivre il n'y a pas longtemps.
Mais avant ça, j'aimerais parler des débats sur l'école publique aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui émergent en termes de discussion, des choses qu'il n'y avait pas par le passé, qui viennent au fur et à mesure ou qui sont rediscutées. Et j'aimerais ton avis en quelques mots sur chacun des sujets, si jamais tu es OK avec ça. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, c'est vraiment un sujet contemporain, de rentrée scolaire souvent, le port de l'uniforme à l'école, par exemple, généralisé? Alors, plus que uniforme, je parlerais de tenue uniforme. Moi, je suis assez favorable. D'ailleurs, en Martinique, en Guadeloupe, les élèves sont tous habillés pareil. Ça ne pose aucun souci. Hein. Tu vis là-bas, donc c'est quelque chose que tu vois, que tu as vu, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Au contraire, c'est même. Enfin, ils sont bien plus respectueux qu'en métropole. Ouais. D'accord. Ouais, oui, mais je suis plutôt favorable. Ouais. En tout cas, faut tester. On teste, on fait ça 5 ans, on voit, c'est mieux, c'est moins bien, et puis on décide. C'est un manque peut-être de manquer de tests, peut-être de choses... Mais ça, c'est spécifique à la France. À chaque fois qu'il y a un débat, on ne teste jamais. Mais on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On essaie et puis on voit. Bien sûr. Les cours réduits pour permettre à l'après-midi d'avoir accès à des activités sportives ou loisirs, qui se pratiquent d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe et du monde, et pas en France. En termes d'organisation, c'est coton. C'est coton. Je parle aux emplois du temps, surtout. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'orthographe, maintenant, qui évolue petit à petit pour pallier aux faiblesses des élèves en orthographe, justement. Les changements un peu de... Tiens, on accepte ça alors qu'on l'acceptait pas. Comme pour beaucoup de choses, maintenant, on se contente de la médiocrité. Mais les gens ont l'impression, c'est pas l'orthographe pour l'orthographe, c'est quand on étudie l'orthographe, on acquiert une certaine rigueur intellectuelle. Et cette rigueur intellectuelle, elle aide ensuite pour toutes les disciplines. Maintenant, accessoirement, je vais juste vous donner un exemple. C'était un chirurgien qui m'avait raconté ça. Sur une perf, donc, par exemple, sur une perf, vous marquez... à donner 50 millilitres de produit. À donner. Si vous l'écrivez A, et puis à la fin, E, c'est que ça a été fait, ça y est. Si vous l'écrivez A, accent grave, ER, ça veut dire qu'il faut le faire. Et ça change tout. Mais ça, encore une fois, les pédagogistes, ça ne les gêne pas, puisqu'ils ne sont pas confrontés à ça. Mais encore une fois, on est toujours dans la solution de facilité. Citez-moi un domaine en 2024 où on n'a pas besoin de travailler, de suer. À l'école, c'est pas... évidemment, tout le monde préfère s'amuser. Mais donc, l'orthographe, oui, il faut... Moi, je trouve ça lamentable. Mais... L'écriture inclusive, c'était un débat il y a quelques années maintenant, mais qui revient parfois, plus ou moins. Et il y a des écoles. Il y en a qui trouvent que c'est bien pour inclure, d'autres qui trouvent que ça pourrit l'orthographe. Alors, du jour où 100% des élèves maîtriseront l'orthographe, on pourra peut-être passer à l'écriture inclusive. Mais est-ce que vous vous rendez compte, je veux dire, les élèves actuels, ils savent à peine lire et écrire en entrant au collège, et on veut leur balancer l'écriture inclusive. Non, il faut arrêter. En plus, excusez-moi, mais une fois de plus, ces gens-là, ces gens qui prônent l'écriture inclusive, en disant « ouais, c'est le masculin qui l'emporte », sont des incultes. Parce que la langue française vient du latin. En latin, vous avez le masculin, le féminin et le neutre. Lorsque vous avez donc un nom masculin et un nom féminin, eh bien la langue latine emploie le neutre. C'est la même chose pour le français, sauf qu'en latin, comme le neutre avait souvent les mêmes terminaisons que le masculin, on en a déduit, ouais, c'est le masculin qui l'emporte. Pas du tout. Donc c'est du n'importe quoi. Il y a des formations, quoi. L'école à la maison ou des alternatives telles que Montessori ou d'autres formes d'études aujourd'hui? Moi qui suis un enfant de l'école publique, je dis non, bien sûr. Mais quand je vois l'état actuel de l'éducation nationale, je me dis pourquoi pas. Très bonne réponse. Le téléphone à l'école, qui se développe, qui est autorisé, qui maintenant commence à être discuté. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour un élève d'avoir son téléphone portable? Alors, moi, je vais vous dire l'intérêt. Un jour, je reçois un coup de téléphone. Oui, bonjour, monsieur Rhin, bonjour. J'exige que la professeure d'anglais rende le portable à ma fille. Je dis, ah bon, je suis désolé, je ne suis pas au courant. Je monte voir la professeure d'anglais. Et elle avait effectivement un portable sur le bureau. C'est-à-dire qu'elle avait confisqué le portable à une élève. L'élève avait emprunté le portable de sa voisine. Elle avait appelé sa mère pour dire « Ah, maman, la prof, elle m'a confisqué le portable. »
Oui, alors. Il ne devrait même pas y avoir de débat. Le téléphone portable, ce n'est pas au collège. Et tout. À moins que ce soit, je ne sais pas, c'est une question de vie ou de mort, mais s'il y a une urgence, le collège est toujours joignable. Évidemment. Donc quel est l'intérêt pour l'élève d'avoir son portable ? Les notes dites à haute voix par les professeurs, qui parfois le font dans l'ordre décroissant, en partant de la pire note vers la meilleure note, ou l'inverse. Certains jugent que ça entame la confiance en soi des élèves. Oui, je suis d'accord avec ça. Je le dis d'autant plus aisément que je l'ai pratiqué quand j'étais instituteur et je le regrette. Ça n'apporte rien. Enfin, si le premier est content, le dernier un peu moins. Je vois pas l'intérêt, honnêtement, et je regrette vraiment d'avoir procédé ainsi. Le niveau d'apprentissage de l'éducation sexuelle, qui est contesté parce que c'est modifié, parce qu'on apprend plus tôt. Il y a plusieurs discussions qui se posent, mais la finalité, c'est que certains n'ont pas vraiment de culture de ce thème-là. Alors, déjà, moi, je pense qu'on ne devrait pas dire éducation nationale, on devrait dire instruction nationale. Parce que l'éducation, c'est le problème avant tout des parents. Donc je pense que l'école est là pour instruire et les parents sont là pour éduquer. On éduque ses enfants à l'éducation routière, à l'éducation sexuelle et un tas d'autres choses. C'est mon avis. Maintenant... c'est vrai que la prévention, malheureusement, dans la mesure où il y a beaucoup de parents qui n'abordent pas du tout ces sujets, ça devient indispensable. Sauf que les semaines ne sont pas extensibles et c'est forcément au détriment d'une autre matière. Dernier sujet, les professeurs contractuels qui viennent pour des missions, des CDD en quelque sorte de plusieurs mois, semaines, parfois qui viennent pour une année complète et puis qui disparaissent et qui refont ça ailleurs. Je pense que c'est un souci de gestion, c'est-à-dire que lorsque vous recrutez un professeur titulaire, vous le payez donc pendant 43 ans plus sa retraite, et lorsque vous recrutez un contractuel, vous le payez juste le temps de sa mission. Mais on en arrive à des aberrations, effectivement, parce que vous avez des professeurs qui sont contractuels depuis je ne sais combien d'années, qui, à mon sens, devraient être titularisés. Mais d'un autre côté... on peut comprendre, enfin, malheureusement, ces contractuels sont obligés de faire leurs preuves. Alors qu'effectivement, vous avez, dans la mesure où on ne peut pas exclure les professeurs titulaires incompétents, eh bien, on en arrive à cette extrémité. Merci pour tes réponses là-dessus. Je voudrais revenir sur ce sujet-là avec les élèves. On parlait un peu plus tôt de redoublement de certains élèves qu'on ne fait plus redoubler aujourd'hui parce que les parents ne veulent pas ou que eux-mêmes s'y opposent. Toi, tu as eu t'as eu une gestion à faire d'une affaire un peu comme ça, un peu problématique, qui t'a entraîné des menaces. Est-ce que tu peux raconter ce qui t'est arrivé Oui, donc il y a quelques années, au mois de janvier, je reçois une nouvelle élève et qui vient d'un autre collège, et j'ai mon collègue de l'autre collège qui m'a dit « Méfie-toi, la famille est toxique ». C'est le mot qu'il a employé, toxique. Bon, ok. Jusque-là. Ouais, jusque-là, après tout. Hein. Tu la découvres. Oui, bonjour madame, tout va bien. Hein. Pendant 6 mois, la gamine, elle a dû venir, je sais pas, 10 jours. Et les rares fois où elle était là, elle était totalement absente. Et les rares fois où elle a pu être évaluée, en gros, c'était à 2 de moyenne. En gros, c'était ça. Et donc, elle était en 3e. Et donc, les parents demandent un passage en seconde. Alors, d'habitude, comme les parents ont le droit de faire appel, enfin, etc., on s'était mis d'accord avec les professeurs, c'est-à-dire que les professeurs proposaient un redoublement. Et puis ensuite, selon la loi, le chef d'établissement doit recevoir la famille. Et donc, après, débat avec la famille. Moi, je disais bien à la famille, vous savez, si les professeurs conseillent un redoublement, c'est que c'est vraiment dans l'intérêt de votre enfant. Si les parents ne voulaient rien savoir, je dis, écoutez, allez-y, faites comme vous voulez, puis voilà. Mais là, franchement, on trouvait que c'était abusé. Donc, les professeurs ont proposé un redoublement. Et moi, donc, j'ai rencontré la maman. Et donc là, après discussion avec la maman, j'ai dit, écoutez, je maintiens ma décision. Donc, votre enfant va redoubler, mais vous avez moyen de faire appel, etc., etc. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, le collège est assailli de coups de fil. On découvre que sur la page, sur les réseaux sociaux, il y a une association, je crois que c'est la Ligue de défense des Noirs d'Afrique. D'accord. Je crois que c'est ça. Une association qui a été dissoute ensuite. D'accord. En fin de compte, c'était ni plus ni moins qu'une association suprémaciste noire. Et donc, cette association
dit que je suis un sale raciste et que si je refuse le passage, c'est parce que l'élève est noir. Et donc appelle tous ses adhérents à venir au collège m'expliquer que j'ai eu tort. Et donc beaucoup de coups de fil à l'accueil, y compris un coup de fil d'une personne qui me dit ouais, je suis champion de France d'aïkido. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Enfin, vous voyez, donc... Oui, donc ça fait des menaces physiques, du coup. Ah oui, complètement. Ouais. Et puis sur donc, les réseaux sociaux, un tas de menaces, des menaces de mort. Ouais. Oh. Et donc, j'avertis ma hiérarchie. Donc, j'appelle... mon directeur académique n'était pas là. Et j'en ai déduit qu'il n'avait pas mon 06 et qu'il n'avait pas non plus le numéro du collège parce qu'il ne m'a jamais rappelé. J'ai juste été menacé de mort, hein. Et donc voilà, et c'est vrai que pendant plusieurs jours, je vous avoue que franchement, j'étais mal. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, je regardais à gauche, à droite, un peu partout. Et pour le simple redoublement d'une élève qui était logique. Enfin, voilà. Et l'affaire n'est pas tout à fait terminée. C'est-à-dire que, donc, selon la loi, cette famille a fait appel. Et donc, l'appel, en fin de compte, donc la famille expose ses arguments à des délégués, donc des chefs d'établissement d'autres établissements, des parents délégués, etc. Il y a toute une commission. Et elle est passée. Et elle est passée parce que l'administration a clairement fait comprendre à mon collègue qui présidait la commission que finalement, ce serait mieux qu'elle passe. Voilà. Mais je vous avoue franchement que ça ne me surprend absolument pas. Il y a beaucoup de pleutres parmi les décideurs de l'éducation nationale, vous savez. Les gens prennent leurs responsabilités une fois par mois, au moment de toucher leur paye. Le reste du temps, si on peut jouer l'anguille, c'est aussi bien. T'en as voulu à certaines personnes pour ça? Est-ce que tu as, dans ta carrière, il y a un moment où tu en as voulu vraiment, pas physiquement, mais à une personne précisément, ou à des personnes qui devaient intervenir et qui ne sont pas intervenues? Ah ben oui, très clairement. Là, monsieur... le directeur académique de l'époque, je lui en veux. Je lui en veux de ne pas avoir pris ses responsabilités, de ne pas avoir soutenu un de ses subalternes menacés de mort. Ou alors, de ne pas avoir pris de sanctions à l'égard de la personne qui ne lui a pas transmis l'information. Il y a quelqu'un qui a merdé, en tout cas. Ah ben, pour moi, oui. Ouais. J'ai une question en lien avec ce passage, parce qu'elle est passée en force en seconde. Ouais. Passer en seconde, c'est aller vers le général. Donc c'est aller vers forcément la voie royale pour le bac, normalement. Oui. Est-ce que aujourd'hui il y a un mauvais tri qui se fait des personnes qui vont continuer leurs études et d'autres qui vont être orientées vers le professionnel par mépris du professionnel? Moi j'ai souvent eu ce ressenti quand j'étais lycéen de me dire, quand j'ai de très mauvais résultats en maths, on m'a dit non mais il ne passera pas en général. Finalement je suis passé, j'ai fait 3 ans d'études, mais sur le moment j'ai eu peur d'être qualifié de mec qui doit aller en professionnel parce que mes copains allaient vers le général et le bac. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là qui s'est créé un peu nul, alors qu'on a un aussi bon métier quand on va dans le professionnel, qu'il y a autant de filières possibles et inimaginables que dans le supérieur? Est-ce que toi, c'est un problème pour toi aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que tu trouves ça bien que les élèves fassent le maximum d'études possible? Alors, il n'existe plus de différence maintenant parce que paradoxalement, toujours un problème financier, on supprime de plus en plus de filières professionnelles. C'est-à-dire que, paradoxalement toujours, il est plus facile d'aller en général qu'en professionnel. Parce que si vous prenez, à la fin de 3e, si vous souhaitez aller dans une section professionnelle, je sais pas quoi, conduit routier, par exemple, vous avez 20 places, point. Donc si vous êtes le 21e, vous n'êtes pas pris. Alors que lorsque vous demandez une seconde générale, s'il y a 30 places et que vous êtes le 31e, on va créer une seconde supplémentaire. Donc vous aurez toujours de la place. Donc maintenant, effectivement, tout le monde va en seconde générale, y compris ceux qui demandent une seconde professionnelle, qui n'obtiennent pas la seconde professionnelle, mais qui n'ont pas envie de redoubler, et pour lesquels un redoublement ne servira à rien. Donc ils vont en seconde générale. Moi, j'ai plusieurs exemples. J'ai même un exemple d'élève. Il arrive en 6e. C'est un enfant qui, malheureusement, donc, était handicapé mental. Léger, mais handicapé mental. En retard. En retard, voilà. Donc, fin de 6e, évidemment, des notes catastrophiques.
Mais un redoublement, du coup, ne servirait à rien, puisque de toute façon, il était incapable, le pauvre, de... Oui, c'était un peu son palier atteint, oui, voilà, il y avait vraiment un réel problème. Donc il est passé en 5e, puis en 4e, puis en 3e, et arrivé en 3e, c'est posé le problème de la seconde professionnelle ou de la seconde générale, mais les parents ne voulaient pas qu'il aille en seconde professionnelle. Donc il est allé en seconde générale. Puis, la seconde, même chose, il est allé en première générale. Ensuite, j'ai perdu sa trace. Mais si, dans un lycée, dans les terminales, vous avez 30% d'élèves comme ça, vous ne pouvez pas n'avoir que 70% de réussite au bac. Donc forcément, il y en a qui obtiennent le bac, qui n'ont absolument pas le bac. Qui n'ont absolument pas le niveau du bac. Ouais. Qui après vont arriver dans le professionnel, enfin, dans le supérieur, et qui vont avoir les mêmes problématiques. Et oui, parce qu'un jour ou l'autre, c'est ça qui est terrible, c'est que un jour ou l'autre, on va leur dire « Ah non, il y a besoin de telle et telle compétence, donc ce n'est pas possible. » Et là, ils ne vont pas comprendre, les étudiants. C'est-à-dire, depuis leur naissance, on leur a toujours dit que tout était possible, et un coup, on leur dit, à 20 ans, on leur dit « Ce n'est pas possible », et ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Pour revenir à des choses plus légères avec les parents d'élèves, est-ce que il t'est arrivé, toi, en tant que directeur ou principal, d'avoir des bons plans? Parce que forcément, tu vas rencontrer plein de parents d'élèves à plein de reprises, tu vas connaître un peu du monde. Est-ce que tu as le bon plan du père électricien, de la maman qui gère telle ou telle chose, et que du coup, tiens, tu te retrouves à avoir des avantages que tu n'imaginais pas? Une fois, j'ai utilisé un bon plan. Aujourd'hui, ça ne pourrait, je crois, plus se faire. J'avais franchi allègrement une ligne blanche, et un petit bonhomme en bleu marine qui m'avait arrêté, et le mari, enfin, j'avais un père d'élève qui était commissaire de police, et ça m'avait bien aidé dans l'histoire. J'imagine. Ce qui est proprement scandaleux. Et t'as eu je sais pas moi, en tant que principal, t'es moins le prof qui va être en relation parents-élèves, tu sais, dans les réunions parents-élèves, mais est-ce que tu as eu des gâteaux faits par certains parents? Est-ce que tu as eu une livraison d'un box de boucher parce que tu avais un gamin qui était dont les parents étaient commerçants? Alors ça, c'est plus... Les cadeaux, c'est plus au primaire. Au primaire, moi, je me rappelle très bien ma première année d'enseignement. À Noël, Romuald, il s'appelait, le gamin, j'ai encore son prénom, il vient me voir avec une enveloppe, et il y avait de l'argent. Et le gamin me dit... Mon papa, il a dit qu'instituteur, ça gagnait pas beaucoup, alors fallait vous donner de l'argent. C'est le père qui avait demandé à ce que l'enveloppe soit remise avec... Oui, c'était mon cadeau de Noël. Et là, mais là, j'avais vraiment été gêné. Il y a un pauvre petit gamin au CM2, il avait pas d'argent, c'était le quart-monde. Et pour Noël, donc, les élèves m'offraient des petits cadeaux, et il m'offre un mug. Je dis, mais il vient d'où ce mug? Et le petit gamin, il avait volé le mug, pour me l'offrir. Parce qu'il était gêné que les autres m'offrent des cadeaux et pas lui. Et donc voilà, et là j'étais hyper gêné. Donc j'ai fait comprendre qu'il valait mieux le rendre aux commerçants et tout. Mais oui, quand on est en primaire, oui. Et puis oui, les gâteaux, c'est souvent pour les anniversaires. Ouais. Mais ça, on n'a plus le droit maintenant. Tout est contrôlé, tout est compartimentalisé. Mais oui, c'est malheureux parce que... donc moi, quand j'étais à l'école primaire, tous les mois, on fêtait les anniversaires. Et donc, les parents apportaient des gâteaux. C'était un moment convivial. Oui, maintenant, oh là là, maladie, oh là là, allergie, oh là là, ceci, oh là là, cela. Et donc, les enseignants n'ont plus le droit d'accepter les gâteaux des parents. Sauf si c'est bien conditionné par le supermarché du coin, voilà. Oui. J'ai même lu que tu ne pouvais plus... Enfin, à l'époque, tu faisais la bise à certains élèves ou à des élèves. Oui, bien sûr. Quand j'ai encadré des classes de neige, et donc, les petits, ils partaient 3 semaines. Puis les enfants primaires, ils sont petits, hein, papa, maman, c'est important. Et puis le soir, effectivement, je faisais la bise pour dire au revoir à tout le monde. Mais maintenant, je le ferai plus, quoi. Alors qu'il y avait évidemment... aucun équivoque, mais c'est devenu tellement réglementé maintenant. On ne peut plus rien faire. Vous savez, il y a un professeur de PS, il y a des années de cela déjà, avait été condamné parce qu'il avait poussé une demoiselle pour un agrès. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les professeurs de PS, ils sont hyper sensibles à ça, et ils mettent des élèves en parade lorsque les élèves font un cycle gym. Bon, voilà, c'est comme ça,
C'est l'époque. Oui, mais il y a des choses qui ont dû être réelles, qui ont créé ces problèmes-là. Certainement. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ça a conditionné l'ensemble et ça a fait une généralité, finalement, de certains cas. C'est exactement ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as pris ta retraite, toi, en 2020, à 60 ans. Oui. Tu m'as dit le jour même, tu me disais en off tout à l'heure, avant l'émission. Ça fait 40 ans dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a 43 ans ouais. Est-ce que tu as eu des moments où tu as douté que c'était la bonne voie pour toi? Qu'est-ce que tu gardes de ces 40 ans travaillés là-bas? Que du bonheur. Que du bonheur. Jamais je n'ai regretté d'avoir embrassé cette carrière. Jamais. Mais je parle de tout ce qui est relation avec les élèves et avec les parents. Par contre, effectivement, concernant la gestion de l'éducation nationale, ça me fait vraiment mal ce qui se passe. Vraiment. 40 ans, c'est différentes époques. Tu as pu voir passer plein d'élèves. Ouais. Tu passes ta vie avec différentes générations. Parfois, tu as eu les enfants des parents que tu as côtoyés un peu plus tôt. Quand tu te retrouves du jour au lendemain à la retraite, est-ce que tu te sens un peu vide d'un entourage, d'un environnement, parce que tu te retrouves sans personne, sans cri, sans vie, enfin en tout cas pas autant de vie que quand tu étais en cours. Est-ce que ça a été difficile? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je considère, j'ai toujours essayé de profiter du moment présent. Quand j'étais ado, j'étais très content de papillonner. Quand j'étais marié, j'étais très content d'être avec ma femme. Quand j'ai eu des enfants, j'étais très content d'être père de famille. Et quand j'étais à la retraite, j'étais très content d'être à la retraite parce que, d'abord, globalement, les retraités sont encore plus occupés que les actifs. Souvent. Ouais. Et puis, ça correspond à une période de la vie, c'est tout. Nul n'est indispensable. Hein, quand je vois, il y en a qui souhaitent travailler longtemps. Enfin, en général, je pense que celui qui a vraiment travaillé dur ne fait pas beaucoup de rabes. Parce que, à part nos politiques qui commencent leur carrière à l'âge où nous prenons la retraite, je comprends pas, celui qui est ouvrier à la chaîne, il attend sa retraite avec impatience. Et moi, je pense que c'est le moment et maintenant j'en profite, je suis très content, mais pas un instant je regrette ma vie. C'est toi qui fais la passation avec la personne qui te remplace quand tu as un principal qui vient après toi? Oui. C'est quoi le conseil? Je sais pas quel âge avait cette personne, si elle était plus jeune que toi, ou enfin dans quelle mesure elle était plus jeune que toi, forcément, parce que sinon elle était à la retraite. Ouais. Mais qu'est-ce que tu conseilles, toi, à quelqu'un qui vient prendre ce rôle de principal aujourd'hui, ou même un prof, quand tu vas lui serrer la main pour lui dire au revoir, qu'est-ce que tu donnes comme bonne chance, comme bon courage? C'est quoi tes conseils? Alors déjà, je ne me permets pas de donner des conseils, parce que... Même après 40 ans, voilà. Après 43 ans. Ouais, non. Ouais, personne ne possède la science infuse, et puis chacun... c'est pour ça que j'ai toujours été hérissé quand on me donnait des indications sur ma pédagogie. C'est-à-dire, je considère que dans le domaine éducatif, on adapte sa pédagogie à sa personnalité, tout simplement. Bien sûr que M. Dupont ne va pas enseigner comme Mme Durand. Et on ne peut pas dire qu'il y en a un qui soit meilleur que l'autre, c'est tout. Donc, non, simplement, quand un chef d'établissement rencontre son successeur, il lui dresse globalement un état des lieux en disant attention, prof de maths, lui, c'est un syndicaliste pur et dur. Si jamais tu fais pas exactement ce qui est conforme au texte, il va te rentrer dedans. Voilà, exactement. Et puis, on dit attention, la déléguée de telle association... c'est une chieuse. Voilà, donc des petits trucs comme ça. Et puis, mais pas de... Franchement, fais attention à toi, préserve-toi. Il n'y a pas ce genre de discours Non, parce que la personne le sait. De toute façon, on est formés, nous, dans notre... Quand j'ai passé... dans notre formation, on nous dit bien... Alors, parce que souvent, les chefs d'établissement sont d'anciens profs. Et donc, quand on nous accueille, on dit... Alors... Les grèves, vous oubliez. Les heures supplémentaires payées, vous oubliez. Et puis, si vous avez du mal à tenir le coup, vous prenez des médicaments. C'est comme ça qu'on nous accueille. Donc, oui, effectivement. On sait un petit peu à quoi s'attendre. Toi, tu es papa et tu es même grand-parent, tu me disais tout à l'heure. Ouais. Tu es grand-père. Est-ce que tu as eu une approche de l'éducation un peu différente parce que tu avais les deux pieds dedans?
Est-ce que tu étais un parent prof? Est-ce que justement tu étais rigoureux avec tes enfants ou ton enfant si tu n'en as eu qu'un seul? Ou est-ce que globalement tu as été plutôt relax justement parce que tu savais quel était le milieu était prenant? Quel genre de papa prof tu as été et directeur d'école? Est-ce que tu les as eus d'ailleurs en classe? Non, mais j'ai eu dans mon école. J'ai un souvenir extraordinaire de mon fils de 2 ans qui jouait au foot devant une baie vitrée dans mon école avec l'enfant d'un autre. Et je revois encore le gardien de l'école qui arrive et qui voit 2 petits gamins jouer au foot devant le carreau, qui dit hey, « Qu'est-ce que vous faites ?» Et puis « Ah, c'est votre fils !» Mais enfin, bon, voilà. Non, donc, je n'ai jamais eu en classe. Je ne sais pas, j'ai essayé d'être le meilleur père possible ou le moins mauvais, mais je ne sais pas si il y a une relation entre mon métier et ma fonction de père. Je ne sais pas, j'essaie de faire du mieux possible. Ce qui est certain, c'est que donc moi j'ai été élevé à coups de claque, et ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais frappé mes enfants. Ça, ça a été très clair. Et puis ensuite, j'ai fait comme tous les parents. Hein. J'avais mes idées. Et puis ensuite, mes enfants, ils ont fait telle et telle chose. Et puis ensuite, au début, je voulais faire ce que je voulais, et ensuite, je fais ce que j'ai pu. Voilà. Est-ce que tu les avais mis dans le public parce que c'était pour toi important, ou est-ce que tu as été dans le privé? Quel est ton avis, toi, d'ailleurs, sur cette question-là? Est-ce que globalement, aujourd'hui, le privé, il y a différents types de privés en plus? C'est ça qui est... Donc moi, je suis un laïcard pur et dur. Et moi, l'école de la République m'a tout donné. Je suis extrêmement reconnaissant. Et il était hors de question de mettre mes enfants dans le privé. Et mes enfants ont effectué toute leur scolarité dans le public. En 2024, je réfléchirai. Je réfléchirai parce que les ministres font tout pour détruire l'école publique. Ils prennent des mesures qui ont un effet contraire à ce qu'elles devraient être, et tout ça par idéologie. Je vous donne un exemple. Mon premier collège, j'étais en ZEP. Un collège très dur. Il y avait 50 petits mignons dans le collège. C'était les 25 petits mignons qui étaient dans la classe européenne allemand 4e et les 25 petits mignons qui étaient dans la classe européenne allemand 3e. Et puis, il y a des crânes d'œufs haut placés qui ont décrété que c'était des classes d'élite. Donc, que ce n'était pas bien. Il fallait l'égalité pour tous. Alors que c'était des classes ouvertes à tout le monde. Hein. Donc, voilà. Donc, ils ont pris la décision judicieuse de supprimer ces classes européennes allemandes. Et bien aujourd'hui, on a 0 petits mignons. Parce que tous les petits mignons sont partis dans le privé. Et ça, on peut multiplier à l'infini des exemples comme ça. Moi, durant ma carrière, j'ai une multitude d'exemples. Ah, là, vous m'avez posé la question qui fâche, là. Parce que moi, j'ai reçu un jour une lettre d'une maman qui était désespérée. C'était une maman qui était toute seule. Son enfant était harcelé dans son collège. Et elle disait, ouais, ses copains disent que c'est pas un bon arabe parce qu'il travaille bien. Il lui mettait du vinaigre dans son cartable, tout ça a été traumatisé. La hiérarchie ne voulait pas que son enfant change de collège. C'est moi qui, en cachette de ma hiérarchie, l'ai inscrit dans mon collège. Puis ensuite, c'est trop tard. Il faut savoir qu'une fois que vous avez mis un pied dans un collège, on ne peut plus vous en exclure, puisque vous faites partie des effectifs. Ouais. Et ce gamin, il s'est épanoui. Et maintenant, de plus en plus, parce que justement, sous prétexte, on confond en fin de compte la bienveillance et la complaisance. C'est-à-dire que sous prétexte de bienveillance, on accepte tout et n'importe quoi de la part des voyous. Et donc de plus en plus, les petits mignons, ils vont en école privée. Et donc de plus en plus maintenant, même si les professeurs de l'école privée ne sont pas meilleurs que l'école publique, de plus en plus, les effectifs des écoles privées sont plus calmes que les effectifs des écoles publiques. Et donc, ça prête vraiment débat. Vous savez, moi, il y a un professeur, donc un jeune professeur, qui était quelqu'un de très très bien, mais vraiment très bien. Et il s'est fait casser par un inspecteur. Je vous passe l'histoire, mais pour rien.
Ce jeune professeur qui aurait pu former des générations d'élèves, il en a assez, il est parti dans le privé. Donc autant il y a quelques décennies, l'étudiant lambda, il passait d'abord le concours pour être professeur dans le public, et s'il le ratait, il passait le concours pour être professeur dans le privé. Autant maintenant, il y a de plus en plus d'étudiants qui, entendant tout ce qui se passe dans le public, passent directement le concours pour aller dans le privé. Et donc petit à petit, il y a un renversement qui est en train de s'opérer, malheureusement, et je ne sais pas si en 2024, je mettrai mes enfants dans le public, alors que j'y suis très attaché. Mais j'ai la prétention, durant toute ma carrière, d'avoir tout fait pour effectivement donner une bonne image de l'école publique et faire en sorte que les enfants qui avaient envie de travailler dans cette école publique puissent le faire. Malheureusement, ça devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce que tu regrettes de ta carrière globale? Tu es passé par le côté instit, côté directeur d'école, puis principal adjoint, principal. Tu as fait un peu tout le panel de métiers possibles, en tout cas dans l'éducation. Quel est ton regret, finalement, que tu n'as jamais su laisser de côté de ta carrière? Ou est-ce que tu penses avoir fait ce que tu pouvais Ouais, non, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret parce que vraiment, je me suis épanoui dans ce métier. J'ai un tas de bons souvenirs. Encore une fois, je re-signerais sans problème si j'avais 43 ans de moins. Mais j'ai un tas de souvenirs extraordinaires quand j'étais dans le primaire. Quand j'étais pompier volontaire, je quittais la classe quand il y avait la sirène qui sonnait. Enfin, c'était des souvenirs. Une fois, on voulait gagner de l'argent pour faire une sortie de fin d'année. On avait organisé un bal, tout le monde était. Et puis, le lendemain, j'avais reçu un coup de fil de la SACEM. Vous avez payé les droits? J'étais même pas au courant. Donc, tout le bénéfice est parti dans la SACEM. Enfin, j'ai un tas de souvenirs du primaire extraordinaires. Et puis, donc, ensuite... au moment où peut-être je m'essoufflais un petit peu, donc je suis allé dans le secondaire, où là j'ai découvert d'autres tâches, justement des tâches de gestion humaine et de problématiques. Non, je ne regrette rien du tout. Je ne regrette rien du tout. C'est un métier extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Est-ce que tu t'occupes bien? Ça fait 4 ans que tu es à la retraite maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de tes journées et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je suis débordé. Je dors, je me repose, je fais la sieste. Non. Maintenant, je profite tranquillement de l'existence avec ma famille, mes amis. Je souhaite à tout le monde d'avoir la vie que j'ai vécue et que j'espère vivre encore quelques années. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Patrice. C'est moi qui je reparle une dernière fois de ton livre qui s'appelle Omerta dans l'éducation nationale. C'est ton 3e livre, t'en as fait plusieurs, t'as fait Mots d'excuses, t'en as fait plusieurs. On mettra les liens en description pour ceux qui veulent retrouver le livre. Si ça vous intéresse un peu de savoir l'avis de Patrice et d'autres professeurs ou en tout cas d'autres principaux de collège qui ont témoigné un petit peu de l'état de l'éducation nationale aujourd'hui, selon leur prisme à eux. T'as laissé une sorte de petite tribune pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Merci encore pour ta venue. Et je te remercie. Merci beaucoup. Si comme Patrice, vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse contact@legendegroup.fr. On essaiera de vous répondre assez rapidement. On sort 3 interviews par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc il y a plein de possibilités pour venir participer à l'émission sur le plateau de Légende. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, Instagram, TikTok, sur YouTube aussi, et en podcast si vous nous écoutez uniquement en audio, sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. On est très content de vous partager tous ces épisodes chaque semaine. Et merci encore de nous suivre au quotidien.